Alors, je suis actuellement en train de me préparer pour l'émission spéciale Paul Thomas Anderson qui a lieu dès demain, en live sur Twitch, je le rappelle évidemment. Et pour cela, je suis allé regarder la grosse inspiration qu'il y a derrière One Battle After Another, à savoir le bouquin Vineland de Thomas Pynchon. Alors, il faut savoir que Vineland, c'est un bouquin qui est ultra reconnu aux États-Unis. C'est vraiment un grand bouquin très culte en fait. C'est quelque chose, on le sait pas totalement, mais en fait c'est assez culte. C'est pas non plus une grosse bible, on va dire, avec comme par exemple les bouquins de Ayn Rand ou To Kill a Mockingbird, tout ça. Mais c'est quand même un bouquin qui est réputé, peut-être pas comme inadaptable, mais en tout cas réputé quoi quelque part. Et alors c'est pas une inspiration, c'est pas une adaptation directe, vraiment, mais c'est une grande inspiration et c'est librement adapté. C'est-à-dire que tous les personnages ont des noms différents, ça se passe pas exactement à la même époque parce que Vineland se passe juste à l'année, je crois, de la réélection de Reagan. Le bouquin il est sorti dans les années en 1990 si je me trompe pas. Et donc qu'est-ce que ça raconte Vineland? Ça raconte l'histoire donc de Void. Void, je sais plus exactement son nom, je vais me mettre de côté juste sa fiche. Mais Zoid Wheeler et Vaughn c'est un autre personnage, je confonds. Et en fait c'est une sorte de hippie un petit peu bizarre où en fait son job c'est que ce qu'il fait une fois par an c'est de sauter à travers une fenêtre. Métaphore du cinéma parce qu'il est filmé en même temps, etc. Et son job c'est uniquement de faire ça. Et le truc c'est que il y a un de ses ennemis jurés qui est actuellement en train de ressortir des ténèbres, qui s'appelle Brock Vond, qui justement force un petit peu Zoid à sortir de chez lui parce qu'il veut retrouver. Zoid a une petite fille qui s'appelle Prairie, enfin une fille adolescente qui s'appelle Prairie, qu'il a eu qu'il a eu avec quelqu'un qui s'appelle Frénésie, et en fait Brock Vond veut retrouver Frénésie parce que selon lui Prairie, c'est sa fille à lui, et donc il veut retrouver sa mère, et aussi pour d'autres raisons, parce qu'il a envie que Frénésie réalise quelque chose. En fait, si je le mentionne comme ça, c'est que, globalement, c'est un bouquin où il se passe énormément de choses. Il se passe vraiment des tonnes de choses dans le bouquin. J'ai pris plein de notes, mais en fait, c'est un bouquin, il dure, entre guillemets, 400 pages, et il se passe des tonnes et des tonnes de trucs dedans. Mais alors, moi, ce que j'ai personnellement vraiment adoré, c'est qu'en fait les thèmes que traite globalement Vineland, c'est surtout cette Amérique où en fait tout le monde est captivé par le tube, ça s'appelle le tube. Alors petit aparté, j'ai lu Vineland en VO, j'ai lu Vineland en anglais, donc vraiment, alors tout simplement parce que en fait je me suis trompé quand j'ai acheté le bouquin et je l'ai acheté en anglais. J'aurais voulu probablement l'acheter en français. Mais ça va, hein, j'ai quand même un suffisamment bon niveau de lecture pour pouvoir le lire en anglais. Ça va parce que en soi, même si c'est un peu dur à lire par moment, notamment pour deux raisons, c'est-à-dire que il y a beaucoup de références dans le bouquin, des références que j'ai pas forcément, mais qui sont très connues aux États-Unis, j'imagine. Tout comme je veux dire, je sais pas si on fait référence dans un bouquin français aux Gauloises, quelqu'un qui parle super bien français, peut-être qu'il aura pas cette référence-là parce qu'il saura pas que les Gauloises c'est une marque de cigarettes, etc. Non seulement il y a ça, mais aussi Pynchon, il aime énormément, comme tu dis, Dialka, mettre plusieurs événements et aussi mettre des phrases à rallonge pour décrire des choses et avoir énormément aussi de trucs qui se passent sur les côtés où on sait pas exactement si c'est vraiment ultra important, si c'est le nerf de la guerre entre guillemets. Typiquement, il y a tout un chapitre qui est très long. C'est la rencontre entre deux personnages qui sont assez secondaires à l'intrigue mais qui en même temps sont très importants, qui s'appellent Takeshi et DL. Je crois que c'est Diza, c'est ça, il me semble, quelque chose du genre, et mais qu'on ne nomme que comme DL. Et en fait, le truc, c'est que c'est vraiment une sorte de sous-intrigue qui va durer très longtemps, qui est ultra pertinente, qui est vraiment super chouette à suivre, hein, bien sûr,
mais où c'est très très compliqué de savoir où est-ce que ça va et quel est le rapport avec tout le reste. J'ai envie de dire, on s'éloigne un petit peu de tout le reste, et c'est vraiment juste purement une histoire. J'ai pas noté ce chapitre-là, putain. Mais parce que là, en fait, j'ai noté les chapitres, ce qui se passe à peu près, je fais un micro-résumé à chaque fois, etc. Mais là, je me dis, putain, j'ai pas noté un chapitre, c'est pas grave. Mais bon, en tout cas, de toute façon, ça rentre en plus dans la suite, donc c'est pas non plus très très grave. Et moi, alors, ce que j'adore, c'est que en fait, ce qui est vraiment très pertinent pour l'adapter au cinéma, c'est que c'est un film, c'est un bouquin qui parle de cinéma. C'est un bouquin qui parle notamment dans une sorte pareil, une sorte de sous-intrigue, mais qui est très rémanente et qui est une sorte de fil rouge également dans le bouquin. C'est que ça parle d'une équipe qui s'appelle 24 FPS, qui est liée à tout un crew qui s'appelle la People's Republic of Rock'n'Roll, donc PR Cube, PR3. Souvent c'est dénommé comme ça, et en fait les 24 FPS, c'est un collectif militant d'extrême gauche, hein. Je pense que là par contre on peut dire que c'est d'extrême gauche, qui vraiment veut filmer des fascistes. Et ça, je trouve que c'est ultra pertinent, particulièrement dans notre époque, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que ça a été un choix d'adapter de la part de Paul Thomas Anderson ce bouquin-là, particulièrement aujourd'hui. C'est un bouquin qu'il essaye d'adapter, je crois, depuis une vingtaine d'années, hein, clairement, et il a adapté un autre bouquin de Thomas Pynchon qui s'appelle Inherent Vice, et qui a donné le film Inherent Vice avec Joaquin Phoenix. On va en reparler après. Mais clairement, du coup, pour moi, ce gros bouquin, c'est inspiré des artefacts qui font des Fafwatch. Alors, je sais pas si c'est inspiré de ça, parce que j'imagine que ce mouvement-là est peut-être un petit peu plus récent. Mais en tout cas, Vineland, encore une fois, c'est un bouquin qui a 35 ans. Thomas Pynchon, il est encore en vie d'ailleurs. Même si je crois qu'il est très très âgé, il doit avoir 80-90 balais. Et globalement, c'est vraiment un bouquin sur justement cette perte de la révolution, cette perte c'est un bouquin qui est assez nihiliste, hein, par moment, sur justement cette perte de comment ça se passe la révolution, comment ça se passe tout ça, avec notamment il y a alors notamment cet aspect où c'est un bouquin qui va beaucoup beaucoup critiquer l'arrivée de la télévision, The Tube comme il l'appelle, qui pourrait être transcrit comme les réseaux sociaux, les téléphones aujourd'hui, parce que il y a tout un peuple dans Vineland qui s'appelle les Thanatoïdes, qui en fait sont des gens qui sont pas encore morts mais presque comme. C'est-à-dire que je crois que c'est décrit comme ça à un moment dans le bouquin, mais il y a clairement des moments où on voit ce peuple des Thanatoïdes, et en fait ça nous dit, en fait c'est des gens qui sont tout à fait en marge de la société, qui sont rivés devant la télé, le tube c'est la télé, hein, globalement, qui sont rivés devant et qui ne font rien en fait. Et globalement, voilà, parce que les Thanatoïdes ont un rapport différent au temps. Il n'y a pas de compression à la fin de chaque phrase, ce qui fait qu'à chaque fois les phrases finissent par surprise, quoi. C'est-à-dire que je vous montre un petit peu la gueule que leurs phrases ont. C'est-à-dire que c'est que des petits points, petits points, petits points. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils finissent leurs phrases. En fait, c'est des gens qui globalement sont très lents, j'ai envie de dire. Et c'est ça où je trouve le bouquin ultra pertinent. Alors encore une fois, c'est dur à lire. Je trouve qu'il y a des moments où j'ai un peu du mal par rapport à plein de trucs. Moi, là où j'ai quand même un petit peu peut-être des craintes par rapport à Vineland et une possible adaptation de Paul Thomas Anderson, c'est que c'est un bouquin qui est très drôle aussi. Il y a beaucoup de blagues, enfin beaucoup de blagues. Il y a beaucoup de moments drôles par la force des choses, quoi. J'ai envie de dire. Moi, je note souvent, enfin, j'écris lol sur un coin de la page quand il y a vraiment un moment qui me fait marrer. Mais il y a vraiment des moments en fait où c'est purement des trucs très 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 étranges qui se passent. Et il y a aussi pas mal d'étrangetés, ce qui correspond pas mal ce qui correspond énormément évidemment à l'univers de Paul Thomas Anderson. On repense à la pluie de grenouilles dans Magnolia, évidemment, où en fait c'est des choses qui peuvent arriver comme ça. Notamment il y a un duo à un moment qui s'appelle Vato et Blood, et qui en fait sont plus ou moins des passeurs pour quand les personnes sont mortes, et qui en fait sont des sortes de prémonitions qui arrivent quand les personnes sont là, pour vraiment les faire passer vers l'autre monde potentiellement, ou leur prévenir que l'autre monde est bientôt à leur porte. Et je trouve que le bouquin là-dessus, enfin il y a plein de trucs qui sont très très pertinents, et notamment, enfin c'est un bouquin qui sait très très bien prendre son temps également. Enfin là-dessus, je trouve qu'il y a des belles virgules aussi, il y a des beaux moments de beauté, hein. Clairement il y a des beaux moments, notamment il y a un moment je sais plus, c'est page 37, c'est ça, où t'as juste il y a Zoid qui est en fait globalement le personnage de Zoid d'ailleurs, qui est le personnage principal, en fait on l'oublie assez rapidement parce qu'on va justement divaguer vers
vers d'autres problèmes en fait qu'il y a dans le monde, pour le personnage de Prairie particulièrement, et pour le personnage aussi, pour tous les personnages qu'il y a autour, pour le personnage de Frénésie, pour Brooke Van, etc. Tu vas explorer tous les personnages. Comme j'ai dit, il y a des digressions ailleurs, ce qui fait que Zoid finalement il est présent genre au début pendant 3-4 chapitres, et en fait on l'oublie progressivement et il revient vers la fin, quoi. Donc c'est clairement... Salut Béranger, je suis en train de parler de l'émission Paul Thomas Anderson que j'ai toujours pas préparé, même si j'ai lu le bouquin. J'ai lu le bouquin Vineland, qui est adapté du coup dans le film Une bataille après l'autre. Mais ne t'inquiète pas, tout sera prêt d'ici là. Et je trouve que alors le bouquin il est assez visionnaire sur pas mal de choses, notamment c'est un bouquin, on rappelle, il est sorti... Oui, le nombre de post-it. Je l'ai fait ce matin en relisant en partie parce que je souligne à chaque fois des phrases qui m'importent, etc. Et j'ai relu du coup très rapidement certaines phrases et tout. Et j'ai mis vraiment en fait les post-it c'est tout simplement les divisions en chapitres. Et c'est également des petits trucs que j'ai notés. Notamment là il y a un passage qui est ultra pertinent sur en fait le côté où... Qu'est-ce qui a stoppé la révolution? Qu'est-ce qui a stoppé la révolte? C'est plusieurs choses, c'est la réélection de Reagan, c'est le côté où la télévision est arrivée et où ça a commencé à vraiment mettre les gens devant la télévision pour les arrêter. Et ce qui a stoppé également la révolution, c'était les ordinateurs. Et pour un bouquin qui est sorti dans les années en 1990, je trouve que c'est suffisamment visionnaire pour être ultra pertinent. Donc c'est pour ça que là-dessus, il a une tâche qui est ultra compliqué, Paul Thomas Anderson, c'est que ce bouquin-là, il a 35 ans, il était ultra visionnaire à plein niveau. Il faut vraiment être à l'heure, et il faut vraiment être dans les temps. Pourquoi les ordinateurs? Bah justement, c'est expliqué. C'est de dire, l'ordinateur n'a jamais besoin de dormir, ne peut jamais prendre de pause, n'a jamais besoin de prendre de pause, et il est ouvert 24 heures sur 24. Donc clairement, il y a quand même ce truc où, il y a toute une comparaison d'ailleurs sur le côté où... il y a tout un rapport avec ce côté presque divin de l'ordinateur également qui arrive avec tout ça, où en fait il n'y a pas besoin, enfin un ordinateur ne peut pas faire grève, donc est-ce qu'un ordinateur peut faire la révolution? C'est aussi un petit peu ça qu'aborde le bouquin par moment, et d'ailleurs il y a aussi tout un truc, alors il y a plein de moments qui m'ont particulièrement touché, notamment un moment où en fait il y a deux personnages qui discutent entre eux. Je sais plus qui c'est. C'est ça aussi parce en fait il y a tellement de personnages que parfois je sais même plus qui discute, et juste c'est des terreaux à discussion entre deux personnages qui sont suffisamment marginalisés pour que tu puisses comprendre à peu près où ça va. Mais là du coup c'est Weed Altman, donc c'est le mec qui a fondé la People's Republic of Rock'n'Roll, qui était un organisme vraiment du coup de prônant la révolution, hein, en partie un organisme hippie de l'époque, etc. Et ouais, alors l'auteur d'ailleurs il est ultra spécial, vraiment Thomas Pynchon à Skip, c'est vraiment ce truc où il sort jamais de chez lui, il a jamais donné d'interview, il a donné une interview pour dire arrêtez de m'interviewer. Enfin globalement c'est un petit peu ça, il est ultra à cran, il aime pas les journalistes, donc c'est très très dur de l'approcher, mais en fait ces bouquins parlent pour lui en partie, quoi. Et donc il y a des moments où tu as vraiment un personnage qui du coup est un hippie, sorte de presque de gourou de ce People Republic of Rock'n'Roll, qui discute avec un agent, je crois que c'est un agent fédéral il me semble, un truc du genre, ouais je crois que c'est ça, et en fait il dit mais tu sais à l'arrivée de la révolution on sera tous les deux du même côté de la barricade, et moi c'est quelque chose qui m'a particulièrement touché, je me dis putain mais c'est vraiment ultra pertinent à ce niveau là. Et il y a plein de trucs comme ça, enfin il y a énormément de choses aussi, et c'est parce que en fait la structure du bouquin c'est que il y a ce qui se passe dans le présent, et il y a peut-être toute une grosse moitié du bouquin qui est au milieu, qui est un très long flashback pour apprendre qu'est-ce qui s'est passé avec tous ces organismes là dans les années 60, et qu'est-ce qui s'est passé pour le mouvement hippie. Donc là-dessus c'est ultra pertinent, je sais que voilà Toré c'est un de ses sujets de guerre, hein, particulièrement, donc je pense que ça l'intéresserait probablement de le lire et de voir une bataille après l'autre, qui a l'air d'être une très très bonne adaptation de tout ça, et ouais c'est une œuvre qui est ultra cynique à plein de niveaux, et notamment ouais effectivement ce côté où comment dire, l'arrivée de la télévision, ça là-dessus j'en ai déjà parlé, mais aussi il y a un passage qui m'a particulièrement touché. C'est un moment où en fait du coup on a le personnage de Frénésie qui elle était
peut-être pas anarchistes, mais en tout cas de gauche extrême qui essayent vraiment de documenter les agissements des fascistes, etc. Et en fait, il y a tout un moment qui est très nihiliste et vraiment qui est très dur presque à lire, où en fait ce personnage-là réalise qu'elle est devenue mère, réalise qu'elle est devenue, qu'elle a enfanté, et que maintenant elle n'est plus devenue que mère, en fait. Elle n'a plus d'autre rôle dans la société. Et en fait, elle se voit comme vraiment un animal battu qui produit du lait, qui produit du lait, qui se fait voler son lait en partie, mais qui se fait voler également ses heures de sommeil, et qui ne peut plus faire la révolution parce qu'elle a justement cet enfant-là. Et donc c'est quelque chose qui est absolument bouleversant, je trouve, dans le bouquin. Il y a aussi un autre moment où t'as un personnage du coup qui discute et qui dit moi je suis un vieux gauchiste pouce-bouton qui pense que c'est l'idéologie avant la famille. Et donc quelque part j'ai ce gosse là, qu'est-ce que j'en fais? Et donc que des trucs comme ça où c'est vraiment absolument bouleversant. Donc c'est vraiment, alors c'est un bouquin que je vous conseille, peut-être pas en anglais parce que voilà, lisez-le dans la langue que vous préférez. Ouais, je sais pas, il dit leftist, I'm an old push button lefty. Donc je me dis bah c'est un gauchiste pouce-bouton, je sais pas pourquoi il dit pouce-bouton, mais mais voilà, mais en tout cas un gauchiste qui suit les ordres. Moi je l'interprète comme ça, en mode qui suit la ligne, j'ai envie de dire, et qui se dit ouais bah effectivement c'est l'idéologie avant la famille, mais en même temps on me met un gosse dans les pattes, qu'est-ce que j'en fais? Donc c'est vraiment ultra chouette à ce niveau-là. Et je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont ultra pertinents dans le bouquin. Maintenant, voilà, c'est un bouquin qui est assez monstre, où il y a beaucoup de musique aussi. Il y a un rapport à la musicalité, et un rapport au rock'n'roll, et un rapport à toute la musique qu'il peut y avoir dans le bouquin, où il y a carrément des moments où il y a des paroles qui sont mises, etc. Enfin, c'est vraiment très très pertinent à plein de niveaux. Et je trouve que c'est vraiment un super chouette bouquin, et une grosse tâche qu'a incombé du coup à Paul Thomas Anderson que d'adapter ce bouquin. Parce que, alors certes, il y a des thèmes qu'on peut retrouver dans d'autres films de Paul Thomas Anderson, mais moi, encore une fois, là où j'ai des craintes, c'est de me dire, alors Paul Thomas Anderson, c'est pas quelqu'un qui a fait vraiment des comédies, il a fait des films légers, il a fait des films vraiment drôles, mais c'est pas quelqu'un qui a fait vraiment des comédies. Son film peut-être le plus comique, c'est son dernier, Licorice Pizza. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il s'est dit, bon, après celui-là, maintenant je vois comment ça marche les comédies, et je me dis, tiens, j'essaye d'en faire une de mon côté, et je me dis, tiens, allez adapter Vineland me paraît pas non plus si dénu que ça. Dans Boogie Nights, il y a beaucoup d'humour aussi. Dans Hard Eight, en fait, il y a toujours un petit fond d'humour, mais c'est pas du même type d'humour, je trouve, que dans Vineland, où c'est vraiment un humour, alors déjà très cynique, c'est vraiment très dur, et globalement, c'est un gros délire aussi. Inherent Vice, ça fait un peu comédie, je trouve, justement, et c'était pas atroce. Ouais, c'est ça, bah, de toute manière, parce que Inherent Vice, c'est une adaptation d'un autre bouquin de Thomas Pynchon qui s'appelle Inherent Vice, Vice caché. Et globalement, il y a quand même ce truc où moi, j'avais quand même un petit peu des craintes. En fait, progressivement, pendant que je lisais le bouquin, je me disais, enfin, je voyais l'aspect Paul Thomas Anderson. Je me disais, ok, il y a quand même de la pertinence là-dedans, pourquoi pas. Mais en même temps, je me disais, est-ce que vraiment c'est la personne pour? Est-ce que vraiment c'est la personne qui pourrait adapter ça? J'aurais plus vu, par exemple, Boots Riley, qui avait fait l'excellent Sorry to Bother You, adapter ce bouquin-là, parce que je trouve que ça rentre plus dans ses cordes, quelque part. Mais Paul Thomas, est-ce que vraiment il aurait adapté ce bouquin-là? Donc moi j'ai quand même de la crainte autour de ce film-là. Je ne l'ai pas encore vu actuellement. Donc j'ai quand même un petit peu de la crainte. Parce que, encore une fois, bah, c'est un bouquin, il est très très vaste, il aborde beaucoup de choses. Je suis pas tout à fait d'accord avec certains moments. C'est un bouquin qui est aussi parfois un petit peu dark-wook au niveau de son humour, ce qui est plutôt intéressant. Mais du coup, je me dis, bon, comment est-ce qu'on adapte ça? Et donc, pour me plonger un petit peu dans la filmographie de Paul Thomas Anderson, j'ai commencé à voir et revoir en partie certains de ses films. À commencer donc par son premier, Hard Eight, qui a été donc son tout premier film, qui est vraiment un petit, comment dire, un petit film hein, comparativement avec beaucoup de ses films suivants, puisque je crois qu'il a un budget de 3 millions, ce qui est ridicule aux États-Unis, hein, c'est vraiment un tout petit budget. Et bah moi finalement, je me suis dit, bah en fait c'est peut-être un de mes préférés. Enfin vraiment, je trouve que Hard Eight, je pense que c'est un de mes préférés de Paul Thomas Anderson, parce qu'en fait, il y a vraiment ce côté. Alors déjà, il y a ce personnage de John C. Reilly qui est vraiment le personnage un petit peu idiot bébête, mais en tout cas ultra attachant aussi.
En fait, c'est vraiment des excellents personnages qui divaguent dans ces casinos vraiment pompés de fric, etc. Où ils savent pas exactement ce qu'ils vont faire le lendemain et tout ça. Et surtout, ouais, c'est ce personnage de Philip Baker Hall qui joue ce petit vieux là, qui est vraiment absolument bouleversant. En fait, parce que c'est un professionnel. Et je trouve que dans Hard 8, on a déjà ce thème principal qu'on retrouvera plus tard dans la carrière de Paul Thomas Anderson, qui est une très profonde maîtrise. Et parler justement de cette maîtrise-là. Alors c'est un thème qui revient chez beaucoup de réals, Fincher est comme ça, De Palma est comme ça, Spielberg en partie est comme ça. On revient à ce qu'on disait avec Torre par rapport à Spielberg, hein, bien sûr. Mais du coup, moi je vois ça et je me dis, ok, alors on a déjà une grosse partie des thèmes de Paul Thomas Anderson. Voilà, Michael Mann était déjà là et quelque part, enfin, comment est-ce que ça va évoluer par la suite, ça on sait pas trop, mais dans Hard 8 il y a déjà un petit peu tout. Enfin, dans Hard 8 il y a déjà un petit peu tout parce que il y a déjà cette maîtrise profonde incarnée par le personnage de Philip Baker Hall, qui est vraiment un gars qui sait exactement tout quoi faire, quoi. Et qui, à un moment, il y a un personnage qui est joué par Samuel Jackson qui lui dit bon, par contre, je sais pourquoi tu fais comme ça, je sais pourquoi tu es en contrôle. Et là, d'un coup, il pète un câble et il sort de ce personnage-là, il sort de ce persona. Et je trouve que c'est déjà un thème, enfin, c'est un thème qu'on retrouvera jusqu'à, ouais, Phantom Thread, et moins Licorice Pizza peut-être, où c'est beaucoup des personnages qui montent sur leurs hauts chevaux, on va dire. Mais je trouve que là-dessus, c'est vraiment maîtrisé. En fait, on sent que Philip Baker Hall, c'est vraiment un réalisateur, mais dans le sens un réalisateur de vie des gens, qui dirige la vie des gens. Et je trouve que là-dessus, c'est ultra... Enfin, là-dessus, comment c'est filmé constamment, comment lui est filmé, comment les autres personnages sont filmés, c'est toujours avec une belle maîtrise de tout ce qui se passe à l'écran. Et je pense vraiment que c'est un de mes préférés. Alors, il y a des petits moments, des petites... Enfin, c'est un premier film. Il y a des petites longueurs, il y a des petits moments où on se dit, bon, comment... Enfin, c'est pas non plus génial à ce moment-là et tout. Pourquoi pas. Il y a une très courte scène avec Philip Seymour Hoffman. Donc ça là-dessus c'est super cool. La dualité des persos ça fait aussi penser à The Master, bien que ce soit absolument pas les mêmes thèmes. Ouais, ben en soi, enfin c'est déjà un gourou quoi. C'est déjà un gourou qui dirige les autres et qui dit quoi faire aux autres et qui maîtrise tout en même temps et qui a tout compris quelque part. Et en fait c'est ce côté-là qui moi m'intéresse, c'est que Paul Thomas Anderson, c'est un réal qui a commencé assez jeune, hein. Je crois qu'il a fait Boogie Nights à genre une trentaine d'années. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que il met en scène quelqu'un qui a tout compris, mais qui a mis du temps avant de tout comprendre, et qui, du coup, donne la recette aux autres. Et quelque part, est-ce qu'il parle pas déjà un petit peu de lui dans ce côté presque déjà blasé, hein, de la vie à cause de tout ça, et où en fait finalement tous les autres persos également ont tout compris à la vie également, ils sont sur des lignes très droites à côté, donc quelque part tout le monde à côté a tout compris, mais en même temps ils ont besoin quand même de ce coup de main, d'avoir cette vieille personne autour d'eux. Est-ce que Enfin, c'est toujours ça. À qui s'identifie le réalisateur dans un film? C'est toujours la question qui est ultra difficile à répondre. Pour moi, c'est Philip Baker Hall, mais en même temps, ça pourrait aussi être John C. Reilly, et en même temps, ça pourrait aussi être Samuel Jackson dans son côté petit con, et en même temps, ça pourrait être aussi Gwyneth Paltrow, qui est d'ailleurs, enfin, tous les acteurs sont formidablement bien dirigés. Gwyneth Paltrow en ressort évidemment brillante. Enfin, vraiment, c'est super chouette à plein de niveaux. Il y a un moment d'ailleurs, enfin, pour moi, c'est ça aussi. PTA, il oscille beaucoup entre Philip Baker Hall et John C. Reilly, parce que il y a un moment où, notamment, il y a une scène que je trouve vraiment super chouette avec du coup John C. Reilly qui présente son système home vidéo chez lui, où en fait il utilise, je crois, un système piraté pour avoir accès au film sur le câble sans avoir à payer, etc. Et en fait, c'est vraiment un moment où il autiste sur ça. Il présente ça du coup à Gwyneth Paltrow. Et c'est vraiment le fou du bus qui présente ça à la 10 sur 10. Enfin, vraiment, c'est trop bizarre comment il aborde cet aspect-là. Et en fait, c'est filmé comme si, effectivement, c'était un grand autiste super chelou. Et je trouve que là-dessus, je pense que c'est aussi pour ça qu'il se voit beaucoup dans le personnage de John C. Reilly. Donc pour moi, il oscille énormément là-dedans et il aspire à devenir Philip Baker Hall. Rôle qui prendra pas tout de suite avec Boogie Nights, bien sûr. Alors Boogie Nights, deuxième film, tu fais Boogie Nights,
c'est quand même quelque chose. Alors, modern trailer, j'espère quand même qu'il n'y a pas de cul dans le trailer, parce que forcément ça en parle un petit peu. Mais rôle où en fait il y aura toujours de toute manière un personnage de mentor dans les films. Plus tard un petit peu de Paul Thomas Anderson. Alors le rôle du mentor qui sera toujours un petit peu progressivement mis de côté. Et où ça va toujours un petit peu en discuter, hein, bien sûr. Mais dans Boogie Nights, du coup, c'est Burt Reynolds, hein, évidemment, qui mentore le personnage de Mark Wahlberg, qui est reconnu comme ayant une grosse bite. Genre, c'est vraiment, il est connu pour ça. Et donc, déjà, moi, c'est un film qui parle de cinéma, hein, qui parle de cinéma porno, mais qui parle de cinéma, hein, bien sûr, qui parle de l'industrie, déjà. Pour son deuxième film, tu fais un film qui parle de l'industrie, donc c'est déjà quelque chose. Et c'est clairement un truc où c'est déjà un film qui rentre dans les côtés vicieux de l'industrie, évidemment, ça a été noté par plein de gens, bien sûr, évidemment. C'est déjà un film qui est très drôle, on va pas se mentir là-dessus. C'est potentiellement un des meilleurs rôles de Mark Wahlberg, un des derniers rôles également, il me semble, de Burt Reynolds. Alors c'est quand même quelque chose où voilà, il faut toujours honorer les anciens, j'ai envie de dire. Et c'est un film également, ouais, de passation. Et je pense que la jeunesse, parce que je crois que Paul Thomas Anderson, à ce moment-là, il est tout jeune, hein, vraiment, il a... Ah putain, pardon, j'ai ouvert le mauvais lien. Mais je crois qu'au moment de Boogie Nights, vu qu'il est, il est de 1970, et je crois que Boogie Nights, il est sorti, si je me trompe pas, en 97. Donc il a 27 ans. 27 ans, tu fais Boogie Nights, putain, moi j'ai 25 ans, j'ai rien fait. Mais c'est quand même quelque chose où je pense qu'il s'identifie à cette génération plus jeune, mais qui en même temps a du respect pour les anciens, entre guillemets, a du respect pour ceux qui sont venus avant, etc. Et je pense que là-dessus, c'est ce qu'il essaye de montrer, c'est ce qu'il essaye de dire, et ce qu'il essaye de performer, quelque part, avec ce film-là, c'est de dire, attention, il ne faut quand même pas oublier nos anciens, il ne faut quand même pas oublier ceux qui étaient là avant nous, ceux qui étaient là précédemment, parce que il faut vraiment rester dans ce sillage-là. Donc en soi, il est un peu, d'ailleurs, Paul Thomas Anderson, j'ai l'impression, peut-être pas anti-Nouvelle Hollywood, mais en tout cas qu'il est passé après, quoi. Qu'il est passé après, qu'il dit vraiment, ben moi, le Nouvel Hollywood et le fait de dire au revoir au passé, alors ce qui est pas du tout le truc, hein, bien sûr, ce qui est pas du tout le message du Nouvel Hollywood, hein, bien sûr, c'est même le contraire, j'ai envie de dire, mais ce qui est de dire, effectivement, il y a eu un grand passé parce que c'est un de ses premiers films d'époque, hein, d'ailleurs. Il en fera plein. En fait, finalement, il fera quasiment que des films d'époque, hein, Paul Thomas, à part Hard Eight et Punch Drunk Love, Magnolia, et après film d'époque, genre c'était quelques années avant, hein, pour Boogie Nights. C'est pas non plus comme There Will Be Blood, bien sûr, mais je trouve que là-dessus, alors déjà, ouais, c'est le passage vers une autre génération qui est ultra importante. Il y a aussi les dédicaces qu'il fait à de nombreuses personnes qui l'ont inspiré dans beaucoup de ses films. C'est très intéressant, je trouve. Ah, mais toujours. Mais moi, je trouve que le spectre de le voir par la figure du mentor et la figure de la personne en maîtrise, la personne plus âgée face aux petits jeunes, ce qui est toujours quelque chose qu'on retrouvera finalement dans tous ces films, c'est comment cette figure du mentor va être remise en question. Je trouve que c'est quand même quelque chose, quoi. Arrête, à 25 ans, tu as une chaîne Twitch, t'inquiète. Non, mais je dis ça pour rigoler, bien sûr, c'est Kid. Mais il y a quand même ce truc où cette figure-là du mentor, c'est toujours des films aussi, je trouve, qui, derrière leur paraître, où il peut y avoir beaucoup de couleurs, il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent très bien à l'écran, c'est en fait beaucoup de films de faux semblants également. Et je trouve que Boogie Nights en fait pas mal partie, quoi, parce que même si c'est un film qui est coloré, qui est vraiment où il y a une belle lumière, où on a l'impression que c'est l'été constamment, etc. En fait, finalement, à l'intérieur, il y a quand même plein de trucs qui se passent mal, quoi. Enfin, à l'intérieur des persos, il y a quand même énormément de choses qui se passent mal. Et dans Hard Eight, c'est beaucoup ça également. Donc là-dessus, je trouve que Boogie Nights, c'est ultra... pour un deuxième film... Bonne chance pour faire mieux, quoi. Bonne chance pour faire mieux. C'est un Rise and Fall avec une grosse cassure au milieu. Oui, c'est ça. Et c'est en ça qu'il est assez scorsésien aussi, hein, dans son rapport, pareil, à la maîtrise, hein, bien sûr. Et du coup, ensuite, le Boog, il a enchaîné avec Magnolia. Alors, parce qu'il s'est dit, tiens, tant qu'à faire, je vais me lancer un autre challenge. Je vais essayer de faire 6 histoires en même temps, avec plein de persos, avec énormément d'intrigues. Alors, qui parlent, encore une fois, de maîtrise, et de relation à la maîtrise, et de relation au fait de maîtriser les gens, dans certains cas, et de maîtriser tout ce qui se passe, et en même temps,
la nature, alors la nature qui vient rattraper, quelqu'un qui arrive et qui dit nique ta mère, comme je sais pas, par exemple, parce que c'est une histoire peut-être qu'on enlève un petit peu parce qu'on va beaucoup se focaliser, j'ai l'impression, quand on parle de Magnolia sur Tom Cruise. Mais moi, je sais que l'histoire qui m'a le plus peut-être touché, c'est le perso, enfin c'est le gosse qui est à son concours de récital là, à son concours où il dit il faut que je dise, enfin une sorte de jeu télé, je sais plus exactement ce que c'est. Bien sûr, alors tous les persos sont constamment dans des sortes de maîtrises très bizarres aussi, et notamment le perso évidemment de Tom Cruise, hein, qui est une sorte de gourou de secte assez étrange, un des meilleurs rôles de Tom Cruise, hein, bien évidemment. Mais je sais que ce gosse-là, pour moi, il symbolise beaucoup de choses, parce que c'est vraiment juste un perso qui est le meilleur, vraiment qui est vu le meilleur, qui est vu comme le meilleur. Et je crois qu'il n'était pas encore tout à fait scientologue, hein, en 99, c'était vraiment après, autour du début des années 2000, qu'il était vraiment rentré dans la scientologie, et en tout cas qu'il commençait vraiment de fou à en parler. Mais je sais qu'en tout cas, ce perso du gosse qui est le meilleur dans sa catégorie, mais en même temps... Ah, il était déjà, ok. Mais en même temps, bah, il a envie de pisser. Genre, juste ça, juste un truc qui est tout simple. Et je trouve que, en fait, Magnolia, derrière ses airs, où c'est un film qui est très complexe, où il y a 6 intrigues en même temps, où il y a énormément de choses qui se passent, et où il faut vraiment suivre, parce que je crois qu'en plus il dure 3 heures, quelque chose du genre. Il faut vraiment suivre intégralement tout ce qui se passe. Bah, derrière, il y a aussi une simplicité qui arrive par moment. Et il y a aussi tout simplement ce truc où tu en maîtrises, certes, de plein de choses qui se passent, mais, ben, à un moment, la vie va frapper, la vie va arriver, il va y avoir des choses qui vont arriver dans ta vie, et tu peux jamais les prévoir. Et je trouve que pour un gosse d'une trentaine d'années quand il fait Magnolia, enfin pour un gosse, pour un réal d'une trentaine d'années quand il fait Magnolia, il a 29 ans. Déjà, putain, tu fais Magnolia à 29 ans, mais surtout, c'est quand même quelque chose d'une maturité, je trouve, assez profonde dans son rapport personnel à la maîtrise et au fait vraiment de tout bien faire, entre guillemets, et de tout, d'avoir tout bien fait, de tout maîtriser de fond en comble, de maîtriser à la fois l'image, la lumière, etc. De montrer qu'il maîtrise ça, parce qu'il arrive à faire un film comme ça, avec 6 personnages qui partent dans tous les sens, avec des intrigues qui sont interconnectées, et en même temps, il arrive à dire, oui, mais quand même, peu importe à quel point je suis le meilleur dans ma catégorie, bah peut-être que je peux être comme le gosse dans Magnolia, et avoir envie d'aller pisser alors que en fait j'ai vraiment je suis le meilleur dans ma catégorie, quoi. Et en fait la nature peut me rattraper, peut y avoir la mort du père pour le perso de Tom Cruise, peut y avoir aussi tout simplement des occurrences qui vont toucher tout le monde, mais qui vont particulièrement toucher parce que toi tu en maîtrises. Et en fait quelque part c'est déconstruire cette maîtrise là et de se dire que comment dire, se dire aussi que peu importe si tu es en maîtrise de la situation, c'est toi qui seras presque le plus touché par le fait que ça parte en couille. Parce que ce qu'on voit, c'est que les persos, quand il y a la pluie de grenouilles, qui est vraiment un moment qui arrive comme ça lors de quelque chose, bah en fait, c'est les persos qui sont vraiment le plus dans ce côté je dois tout maîtriser, qui sont le plus touchés, quoi. C'est ça qui, moi, m'a particulièrement pris, quoi. Et aussi, ouais, effectivement, ce côté relation avec les darons, qui rentre également dans tout ce côté-là. C'est-à-dire que peu importe à quel point tu fais les choses bien, peu importe à quel point tu régis ta vie selon un calendrier très précis, il peut constamment y avoir un truc horrible qui arrive. Et il peut constamment y avoir un décès dans la famille. Et ça, par contre, tu peux pas y être préparé, quoi. Peu importe à quel point tu te prépares, tu peux pas être préparé à ça. Et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très mature, hein, très mature pour son âge, très mature pour sa personne à 30 ans de faire ça. Et le film, il a quasiment 20 ans. En plus, en plus, voilà, niveau qualité technique, entre guillemets, le rythme est fou, constamment, on s'emmerde jamais sur 3 heures. Il y a énormément de choses qui se passent à l'écran, c'est constamment, enfin, la caméra est toujours au bon endroit. Bon, bah, magnifique, quoi. Magnifique, magnifique. Ensuite, du coup, il enchaîne, le monsieur, avec Punch Drunk Love. Je me retape en même temps, comme ça je me revois un peu en partie les bouts de film. Vincent Lacoste à propos de Punch Drunk Love, eh ben dis donc. Mais je me revois en partie des bouts du film. Alors Punch Drunk Love, je sais que c'est pas celui que j'aime le plus. Ça va, hein, c'est quand même super bien, hein, bien sûr. Mais il y a quand même un truc que je trouve où
Alors bien sûr, il y a des trucs super chouettes dans Punch Drunk Love, c'est super bien maîtrisé, ce côté prendre à revers le personnage de Adam Sandler, etc. Mais je sais que je suis pas, enfin, c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Je trouve trop lisse. Alors je sais pas si c'est trop lisse, mais en tout cas, je trouve, alors pareil en fait parce qu'il y a ce côté où c'est les mêmes thèmes tout le temps entre guillemets. C'est-à-dire que c'est les mêmes thèmes de ce personnage qui est en maîtrise et en même temps où il va y avoir un petit peu de cœur qui va arriver dans sa vie, mais en même temps, enfin, je l'ai vu il y a très longtemps, donc peut-être que je vais mal en parler aussi, hein, c'est possible, hein. Mais je sais que c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Alors il est très bien, hein, bien sûr, il est très très bien, mais il est quand même assez, effectivement, il est assez drôle tout de même, mais il y a quand même ce truc où c'est aussi pas mal un film de faux semblants, donc on retrouve pas mal ses thèmes personnels, on retrouve pas mal tout ce qui l'anime, hein, de manière plus profonde. Mais je sais que c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Pourtant c'est une très bonne porte d'entrée. Je vois quelqu'un dans le chat qui dit le Sugar qui dit c'est plus accessible. Je pense que c'est plus accessible. C'est sûr et certain en vrai parce que Magnolia peut faire un petit peu peur, mais je pense quand même que effectivement, c'est peut-être le premier que je vais conseiller pour dire ok, est-ce que t'as aimé ce film-là? Est-ce que t'as apprécié? Est-ce que tu t'as kiffé? Et est-ce que vraiment t'es dedans? J'ai envie de dire. C'est quand même un classique, je pense qu'on peut se le dire. Et effectivement, ça cimente aussi ces performances-là de Philip Seymour Hoffman, qui deviendra, je pense, en grande partie également sa muse plus tard. Alors, il y a également Daniel Day-Lewis qui reviendra plein de fois. Du coup, on en parlait là tout à l'heure avec Grimm, mais There Will Be Blood. There Will Be Blood qui reste quand même effectivement... Enfin, je comprends les gens qui disent que c'est son plus grand, parce que généralement ça se bat pour dire que son plus grand c'est soit Magnolia, soit There Will Be Blood. Et je comprends à peu près, en vrai je comprends vraiment à peu près pourquoi c'est ces deux-là qui ressortent, parce qu'effectivement There Will Be Blood, alors c'est vrai que ça rentre également dans ce côté où plein de gens disent que Paul Thomas Anderson c'est un grand... comment dire, un grand dissécateur, dissecteur, on va dire, enfin, quelqu'un qui dissèque énormément l'Amérique. Et je comprends parce que, effectivement, quand tu regardes There Will Be Blood, c'est vraiment ce qui ressort le plus, c'est ce côté dissection de l'Amérique qui est ultra, ultra, ultra beau à voir. Et je trouve que là-dessus, There Will Be Blood, il rentre vraiment dans quelque chose qui est très surprenant en plus, je trouve, à ce moment-là de sa carrière, de se dire, bah, je viens de faire 4 films qui sortent, qui sont vraiment dans leur temps, dans leur jus, qui sont plus ou moins des films plutôt modernes. Ok, bon bah je fais celui-là. Je fais celui-là juste après, c'est assez inattendu. Après voilà, je comprends qu'on n'aime pas, je comprends qu'on rentre pas trop dedans parce que c'est quand même aussi pareil. Il y a des gens qui disent le jeu de Daniel Day-Lewis. Oui, je sais pas c'est quoi ce traitement de l'image, mais je trouve que ça rentre dans quelque chose de plutôt joli. Moi mine de rien j'aime bien. Et je trouve que effectivement There Will Be Blood, il y a quand même un truc où je comprends qu'on n'aime pas trop parce que c'est vraiment un virage à 90 degrés pour Paul Thomas Anderson. C'est pas un virage à 180 ni à 360 parce qu'on retrouve quand même ces thèmes de ce côté très maîtrisé, ce côté parfait entre guillemets, cette photographie qui est absolument magnifique, moins là-dedans, mais voilà, et ce côté où il essaye effectivement d'être un peu plus fordien dans ce film-là. Parce que bah oui, il y a la religion, la religion et l'industriel entre guillemets qui entrent dedans, et ce truc-là de comment tu crées l'Amérique à ce moment-là et comment tu crées tout ça, et avec un rapport effectivement à la foi et à la violence également, hein, bien sûr, un rapport à la violence qui est vraiment très très percutant là-dedans, qui est vraiment très étrange. Et je trouve que là-dessus, dans un Ruby Blood, il est ultra pertinent. Et en même temps, je comprends également qu'on n'aime pas trop parce que c'est vraiment, ça peut être dur quand on se fait des filmos comme ça en longueur entre guillemets. Je trouve que le passage vraiment, enfin, on dirait presque un autre réal avec ce film-là. On retrouve ses thèmes, mais on dirait presque un autre réal. On dirait presque qu'il s'est vraiment dit, là, j'ai envie de faire un grand film entre guillemets. Ce qui peut-être un petit peu compliqué à voir. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il est en mode, là, j'ai envie de faire un très très grand film entre guillemets. Et que vraiment, enfin, c'est super chouette là-dessus, quoi. Ce serait quoi le thème de son nouveau film, la révolte, le terrorisme, ou c'est juste la fausse piste de la bande-annonce? Bah, a priori, d'après du coup le bouquin Vineland, ce serait plus la révolution et les rêves d'élus des années 60-70, de ce côté post-hippie, etc., qui pourraient rentrer dedans. Mais en même temps, à voir aussi, je sais pas trop si c'est le cas, si c'est effectivement une fausse piste, peut-être. C'est voilà, à voir aussi.
En tout cas, There Will Be Blood, classique également, grand classique, pourquoi pas. The Master, donc du coup son suivant. Alors ceux-là pour le coup, on va rentrer dans des films où je m'en souviens à peu près. Donc, alors The Master, j'ai un peu du mal en vrai, parce que moi perso, je sais que The Master c'est le préféré de beaucoup, pour plein d'images, pour plein de trucs qui se passent à l'écran. Je sais que voilà, il y a plein de gens qui adorent. Maintenant, il y a quand même ce truc où, moi personnellement, je suis pas non plus trop dedans. Enfin, je comprends, il y a quand même ce truc où effectivement c'est un rapport, encore une fois, à la maîtrise, au fait de bien faire les choses, entre guillemets, de faire des beaux films, j'ai envie de dire, et de faire, avec ce personnage-là qui est vraiment un gourou de secte, etc. Et j'entends ce côté prendre les âmes perdues, et effectivement, c'est brillante interprétation testamentaire, hein, quasiment, de Philip Seymour Hoffman, où ça rentre vraiment dans quelque chose de magnifique, et quand il recueille vraiment les gens cassés, j'ai envie de dire. Ça parle de quoi? Ça parle en fait de Joaquin Phoenix, qui est un photographe un petit peu à la con dans les centres commerciaux, qui se fait prendre par, qui tombe sous le charme d'un gourou qui est joué par Philip Seymour Hoffman, qui s'appelle les Dudes, je crois, un truc du genre, et qui va du coup rentrer dans une défense assez dans l'emprise de cette personne, et dans une défense constante de cette personne-là. Et vraiment, enfin, je trouve que là-dessus, alors déjà, première chose, Jesse Plemons qui joue le fils de Philip Seymour Hoffman, nickel, parfait, vraiment parfait, nickel. Et je trouve que c'est trop bien à ce niveau-là. Et le casting est absolument impeccable. En plus, Jesse Plemons, là, le film The Master, il a quasiment 10 ans, un peu plus. Donc c'est vraiment parfait à ce niveau-là. Et donc c'est vraiment super chouette. Maintenant, il y a quand même ce truc où The Master, je trouve que c'est un film... j'ai un peu du mal avec son rythme. Il y a des très belles scènes. Il y a vraiment des très très belles scènes. Notamment les scènes de discussion où il dit répétez la phrase, répétez la phrase, répétez la phrase. La scène également où il passe du mur à la fenêtre, etc. inlassablement. Je trouve que c'est très beau, que c'est très bien rythmé. Mais il y a des moments... En fait, le début, j'ai du mal à rentrer dedans. C'est un petit peu le problème que j'ai avec The Master. C'est que tout le début, j'ai du mal à rentrer dedans quand même. Il y a plein de trucs qui sont chouettes, mais j'ai vraiment du mal à rentrer dans tout le début. Et c'est pas non plus... c'est pas non plus le truc le plus... Enfin, comment dire? J'ai vraiment du mal là-dedans. Alors effectivement, il y a ce côté où je pense que je suis pas rentré dedans parce que j'aime pas le jeu de Joaquin Phoenix. C'est vraiment quelque chose où j'ai une réaction viscérale généralement au jeu de Joaquin Phoenix, où j'arrive vraiment pas, où je me dis mais je ne rentre pas dedans. Je comprends qu'il soit apprécié, je comprends qu'il soit adoré, mais j'arrive pas avec le jeu de Joaquin Phoenix, j'arrive vraiment pas à ça, avec tout ça, et j'ai vraiment beaucoup de mal. Et en même temps, je dis ça, mais alors j'entends les critiques qu'il peut y avoir, enfin notamment le côté où The Master, je trouve qu'il est assez critique de toute cette période effectivement post-Seconde Guerre mondiale, où tout paraissait beau, et encore une fois, film de faux semblants, film de paraître, film où à ce niveau-là c'est vraiment très chouette. Mais ouais, j'ai du mal avec les méthodes acteurs, j'ai du mal avec les... même si, voilà, en fait, méthode acteur pour moi... je suis en mode pourquoi c'est une critique qui est faite beaucoup au méthode acting. Pourquoi le méthode acteur c'est toujours pour jouer des connards, alors que typiquement Daniel Day-Lewis il a été très méthode acteur pour Phantom Thread, mais il a été un peu plus normal, j'ai l'impression. Enfin, c'est vraiment ce truc où j'ai quand même cette impression que Joaquin Phoenix c'est vraiment le penchant assez négatif du méthode acteur. Et en plus voilà, comme il y a eu des trucs par rapport à lui et le tournage du film de Todd Haynes, forcément je l'ai pas dans le visu quoi non plus. Et voilà, et pour The Will Be Blood aussi, il a été méthode acteur, il a été, enfin voilà, Daniel Day-Lewis à la limite c'est plus le penchant positif, j'ai envie de dire. Et en même temps voilà, moi j'ai du mal vraiment avec cette technique là, c'est pas vraiment la technique que je prendrais pour parler de tout ça, mais clairement en fait je trouve, par contre voilà, la photo, on peut pas dire le contraire, on peut pas dire que c'est moche, hein. Clairement, on peut pas dire que c'est moche. Je trouve que voilà, le film reste quand même super beau, super bien fait. C'est voilà. Mais je comprends qu'on ait du mal également. Je comprends qu'on ait du mal également. Et moi, j'ai eu un petit peu du mal à rentrer dedans. Même si, encore une fois, très belle scène. Et encore une fois, c'est maîtrisé, c'est bien fait, quoi. C'est voilà. Donc tant mieux. Tant mieux. Et ensuite, du coup, il a enchaîné. Alors, pour le coup, je disais que j'avais du mal avec le jeu de Joaquin Phoenix. Bah, je dois dire que dans Inherent Vice, en fait, j'ai moins de mal. Alors, il y a quand même ce truc où
En fait, ça dépend. J'ai envie de dire ça dépend parce que je trouve qu'il en fait des caisses dans The Master. Et qu'en même temps, bah, les scènes, on lui donne de quoi faire des caisses. Hein, donc il en fait des caisses. Mais je trouve qu'à côté, dans Inherent Vice, alors qu'il y a un film qui pour moi est assez clé dans la compréhension, je pense, de Une bataille après l'autre. Parce que, bah, encore une fois, c'est du Thomas Pynchon qui est adapté. Et alors, c'est vrai que j'étais en train de lire Vineland et à un moment, je prends une pause et je regarde Inherent Vice et je me dis putain, en fait, oui, il sait l'adapter. Enfin, il sait l'adapter. J'avais vraiment l'impression de voir les personnages. Alors, en plus, avec Benicio del Toro qui reviendra du coup dans Une bataille après l'autre, qui est vraiment un personnage très. Enfin, qui joue du coup vraisemblablement un personnage très proche de Hector dans le bouquin. Mais il sait effectivement super bien adapter ce mood-là inhérent. Thomas Pynchison, je sais pas trop comment dire, qui est très dur à adapter aussi. Alors, il tâtonne encore peut-être un petit peu dans Inherent Vice. Il tâtonne un petit peu parce que ça reste quand même très confus comme film. Mais c'est quand même un de mes préférés. Enfin, je sais pas, je suis vraiment, vraiment bien rentré dedans. Il est dur d'accès aussi parce que bah, le style de Thomas Pynchon où c'est surréférencé dans tous les sens et où il se passe plein de trucs et où il va avoir des sortes de hippies bizarres avec le perso d'Owen Wilson. Il y a ce perso du shérif qui est censé tout quadriller et qui est censé tout remettre dans l'ordre et qui en fait met rien dans l'ordre. Enfin, des trucs du genre. Et je trouve que là-dessus, il arrive à quand même bien adapter le mood et l'ambiance des films de pitié et que là-dessus, il est injouable. Il est clairement injouable. Et qu'il y a vraiment un truc de l'ordre du... peut-être pas du génie, mais en tout cas de vraiment quelque chose de très très bien fait à ce niveau-là. Et je trouve que dans Inherent Vice, il y a vraiment un truc super chouette à plein de niveaux. Et c'est un des plus sous-cotés. En plus, je crois que c'est le premier, il me semble... Ou alors c'est Phantom Thread, si je ne m'abuse, je sais plus. Mais il me semble que c'est le premier où il fait sa propre photo sur ce film-là. Ah non, c'est dans Phantom Thread, ça commence par Phantom Thread, pardon. Mais il est également directeur de la photo à partir de Phantom Thread. Et je trouve que pour un film vraiment, enfin, qui encore une fois dit aussi des choses sur ce côté très dépravé de l'Amérique, etc. Et en fait, il y a plein de trucs qui sont censés me gêner dans Inherent Vice et qui me gênent pas. Joaquin Phoenix me gêne pas, les voix off me gênent pas. Les voix off qui sont très récitales, etc. À la limite, parfois, elles me gênent un petit peu, mais ça me gêne pas. Ce plot où on essaye de... Enfin, où globalement... la quête qu'on est censé trouver, elle s'arrête en fait au milieu du film parce qu'il trouve le mec qu'il est censé chercher, là, le milliardaire. Il le trouve au milieu du film et t'es en mode ok, bah du coup où est-ce que ça va? Et en fait finalement ça va dans des belles directions. La photo est censée presque un petit peu me répulser parce qu'il y a ce côté trop marqué qui parfois me gêne un peu dans certaines photos. Et en même temps ça me répulse pas. Il y a ce rapport au sexe qui parfois peut vraiment me rebuter. En fait là ça me gêne pas dans son traitement des personnages féminins. Enfin vraiment il y a plein de trucs qui sont censés me repousser, et finalement ça va. Ce côté époque aussi, enfin, vraiment plein de trucs qui sont censés me repousser, et finalement ça va. Donc je comprends pas trop avec Inherent Vice, mais je suis censé le détester, mais j'arrive pas. Donc bon. Et ensuite du coup on enchaîne avec un film que j'ai vu plus récemment. Alors, bah du coup j'en parlais tout à l'heure avec Grimm, mais Phantom Thread effectivement, il y a quand même un truc où, alors, grand film, il y a quand même des trucs super chouettes dans Phantom Thread, hein, évidemment, mais... Ah non, ça reste quand même un très bon film. Ça reste quand même un très bon film. Ça reste quand même un film où il y a ce truc où effectivement le diable se cache dans les détails. Enfin, ce côté full maîtrise qui est percuté par le côté où la rencontre de l'amour et la rencontre également, enfin, et la rencontre avec la maladie, hein, parce que la maladie prend une grosse partie quand même de Phantom Thread. Là-dessus, je trouve que c'est ultra pertinent et je trouve que c'est encore une fois très très bien maîtrisé, très très bien fait. Maintenant, je trouve quand même que dans Phantom Thread, on en a fait beaucoup des caisses autour de la photo. Alors, photo exceptionnelle, quand même, on peut se le dire. Hein, il y a plein de trucs qui sont super chouettes. Mais j'ai quand même un peu de mal, pareil, avec le rythme, avec aussi certains des messages, avec aussi comment il aborde justement aussi ce thème-là de la maîtrise constante et de la muse également, qui est du coup ce personnage joué par Vicky Krieps. Bah, du coup, dans Phantom Thread, c'est Pitié qui est son propre directeur photo. Et c'est ça qui est vraiment absolument bluffant. Alors, dans les précédents, je sais plus exactement qui c'était son directeur photo. Dans Punch Drunk Love, là, je l'ai sur le côté, c'était Robert Elswit qui l'a suivi jusqu'à Inherent Vice, du coup, visiblement. Peut-être avec quelques... Voilà, il a fait There Will Be Blood également. Il a pas fait visiblement The Master.
qui pourtant est une de ses plus belles photos, mais il a fait Magnolia, il a fait Boogie Nights, il a fait Hard Eight, il a commencé avec Hard Eight en fait visiblement, mais voilà, mais en tout cas, ça reste quand même quelqu'un qui a une très très grande photo, hein, ça c'est sûr et certain, et qui est quand même effectivement ce truc où j'ai l'impression à Wonder, il y a Lambert Wilson dans l'affiche ce qui fait que jusqu'à l'année dernière je pensais qu'il était dans le film. Bah super, bravo Poisson. Mais ouais, en fait j'ai du mal. Alors déjà la musique est constante. J'ai du mal avec la fin aussi. Je sais que la fin est très très bien vue de Phantom Thread, mais j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment beaucoup de mal. Et je sais que voilà, il y a plein de trucs avec lesquels j'ai plus du mal quand même dans Phantom Thread, même si ça reste un très bon film. Et ça reste, enfin, dans le thème principal et dans le traitement de son personnage, ça reste quand même absolument brillant, quoi, on peut se le dire. Et c'est quelqu'un qui est en maîtrise de tout, qui en plus là, du coup, est son propre directeur de la photo et tout, et qui en même temps est en maîtrise de rien. Enfin, il y a vraiment ça, quoi. Et c'est quoi qui te dérange? En fait, il y a le rythme déjà, le rythme me dérange pas mal. Le rythme, je trouve qu'il y a un truc où je trouve qu'il y a un ventre mou assez dur. La fin, je suis pas sûr aussi. La fin, il y a plein d'éléments qui font que je suis pas trop dedans non plus. Mais en même temps, enfin voilà, je vais pas dire, c'est pas, de toute façon là, c'est pas des critiques non plus établies, etc. Mais il y a plein de trucs qui me gênent un petit peu peut-être. Mais en tout cas, c'est ce traitement peut-être un petit peu trop classiciste et trop classique qui moi perso m'a un peu gêné avec ce film-là. Je pense que c'est plutôt son côté trop bandeur du classique et en même temps ça rentre dans le message du film, donc je peux pas non plus lui reprocher. Mais bon, j'ai un peu du mal. Et donc du coup son dernier en date, Licorice Pizza, qui est le seul que j'ai vu en salle hein, finalement, que j'ai vu à sa sortie, autour de sa sortie. C'était déjà il y a 3 ans, il y a 3 ans ça va. Mais moi personnellement j'ai adoré. Alors je sais qu'il y a eu des messages, enfin il y a eu des gens qui ont critiqué par rapport au côté pédophile. Alors pour moi ça va plus loin que ça, hein, évidemment. Mais il y a quand même ce côté où, alors déjà, on en a parlé en plus récemment avec Thomas Holland dans son bingo, mais ce côté nostalgie des années 70 et ce côté vraiment très très solaire hein, du film, je trouve que c'est vraiment très très beau. Ce côté où, enfin, encore une fois, comme toujours, et d'ailleurs dans Phantom Thread également, dans The Master et moins dans Inherent Vice, qui est peut-être un film un peu plus fou, cette figure du mentor et cette figure vraiment de la personne qui est au-dessus hiérarchiquement et qui est censée être au-dessus, bah là en fait j'ai l'impression qu'il essaye de le déconstruire et qu'il essaye de dire ouais mais moi aussi je peux être mon propre maître, et parce que j'ai l'impression qu'il s'identifie beaucoup au personnage de Cooper Hoffman. D'ailleurs, magnifique hommage, enfin, vu que Philip Seymour Hoffman n'est plus là, engager son fils, qui est un acteur qui est visiblement brillant, alors effectivement Nepo Babies, tout ça. Effectivement, moi je trouve qu'il y a vraiment un truc où il joue superbement bien. Il y a parfois une lueur qu'on voit dans son œil qui est vraiment bluffante, je trouve, et qui est vraiment propre également à Philip Seymour Hoffman, que je trouve vraiment super chouette à voir. Et je trouve que vraiment, il est très fort. Alors, à voir effectivement la carrière qu'il aura. Je pense que voilà, faudra voir un peu. Alors effectivement Nepo Baby, mais bon, en fait le problème des Nepo Baby, c'est quand ils sont mauvais. Là il est bluffant, je trouve dans ce film-là. Moi je l'adore en tout cas dans Licorice Pizza. C'est vraiment un truc où je l'adore et je trouve que il est arrivé. Enfin, je rejoins l'analyse qu'on avait fait avec Thomas, enfin qu'avait fait Thomas dans son bingo. Mais effectivement il est arrivé à une forme de simplicité à plein de niveaux dans ce film-là, qui est assez brillante aussi. Et je trouve qu'il y a vraiment un truc où on rentre dans une forme de beauté également, avec juste une histoire d'amour très simple. Je trouve que là-dessus, on rentre dans quelque chose de très beau avec ce film, et c'est vraiment très très fort. Faudrait que je mate Saturday Night, on me l'avait conseillé. Notamment, je sais qu'il y a aussi le mec qui joue Spielberg gosse là, mais voilà. Et Alana Haim qui est aussi super, Sean Penn aussi, enfin Sean Penn qui revient du coup également dans Une bataille après l'autre. Enfin, il y a vraiment, et il y a un côté effectivement pinchonien dans ce côté où, oui, il y a une intrigue principale, mais il y a aussi plein de petits détours, notamment ce perso de Sean Penn et Tom Waits également, ce truc avec le Safdie là qui joue dedans. Et clairement, moi je trouve que là-dessus, il essaye quand même un petit peu d'imbriquer de la complexité, peut-être un petit peu en préparation d'une bataille après l'autre aussi, pour rentrer un petit peu à l'intérieur. Et je trouve que là-dessus, c'est vraiment
Super chouette quoi. Et ouais, Bradley Cooper, il est bon. Même là-dedans, il est bon. Donc c'est quand même un truc où il a réussi à transformer un acteur qui est assez sympa sans plus en un truc assez brillant quoi. Mais du coup, moi, je pense que pour en apprendre un peu plus sur Paul Thomas Anderson, peut-être l'entendre parler, peut-être l'entendre déblatérer. Ah, il était du coup à la Cinémathèque pour Arte. Alors, je sais pas si on fera tout. Allez, le temps peut-être va nous manquer un petit peu. Mais à voir. Masterclass de Paul Thomas Anderson. Masterclass. Quand même. Hein. Donc à voir. Qu'est-ce qu'il a à nous dire sur son cinéma qu'on ne saurait pas. Thank you very much. Alors, merci beaucoup. Thank you. Soyez le bienvenu à la Cinémathèque française pour cette projection exceptionnelle de votre film Phantom Thread. Ma première question est simple, mais parce que je crois que le titre est un peu mystérieux et qu'il est riche de signification. Donc je voudrais que vous nous dépliez un peu comme un tissu ou comme une robe, ce titre qui pour nous Français est encore plus mystérieux que pour vous, Phantom Thread. Combien de signification a-t-il? Bon, est-ce que c'est la meilleure question possible? Well, I'm not sure because I don't speak French, so I don't know how many meanings there might be. Ok. And I'm still not quite sure what the title means, to be honest with you. Je sais pas si la question est la plus pertinente parce qu'en fait tu vois le film et tu comprends à peu près là où il veut en venir. C'est plus un sentiment intime, on va dire, autour de ce côté cousu de fil blanc entre guillemets ou de ce côté où ça ne tient qu'à un fil de toutes ces métaphores là. Je pense qu'a priori on comprend à peu près ce qui se passe avec ce titre là. Pardon, je mute un petit peu parce que j'ai vraiment envie de finir à l'heure parce que juste après en fait ce live là je vais voir une bataille après l'autre justement en avant-première. J'ai quand même pas envie de le rater, donc ouais. Or even when they were sewing, they were reaching for threads that weren't there. So it's very evocative, but I'm not quite sure how it applies to our film. It sounds very good though. Oui, voilà, c'est un titre qui sonne bien et qui est assez évocateur et qui rentre dedans. Je pense quand même que ça marche bien. Par rapport à vos autres films, nous étions restés sur Inherent Vice, qui était adapté d'un livre de Thomas Pynchon et qui était une lecture ou une variation des romans noirs et des films noirs qui se passaient à Los Angeles. Là, l'univers, le contexte est totalement différent. Or, vous avez pour habitude d'écrire vos propres films. Comment on se documente, comment on se renseigne sur une période et un univers qui, a priori, est aussi éloigné de soi. Vous qui êtes un garçon de Los Angeles, comment on travaille pour raconter l'Angleterre et la couture de ces années-là? C'est pour ça que l'analyse, il dissèque les États-Unis. Je me dis, il a fait un film en britannique. Je sais pas. Je pense que la dissection des États-Unis, ça s'applique à quelques films. Boogie Nights, There Will Be Blood, Licorice Pizza, The Master aussi. Inherent Vice, bien sûr, mais c'est pas toute sa filmo non plus, quoi. J'ai moins l'impression de voir ça dans Magnolia, j'ai moins l'impression de voir ça dans Hard Eight. Je trouve que dans Phantom Thread, du coup, il y a pas ça se passe pas là-bas. Punch Drunk Love, j'ai pas non plus trop l'impression de voir ça. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est pas l'angle principal pour analyser ces films. Après, il est intéressant dans les films qui abordent ça, et je pense qu'une bataille après l'autre l'abordera également. Well, good question. Thank God for Amazon. It was funny when we were researching this. I remember thinking, God, how did we used to do it before the internet? And thank God for it because they have those fantastic suggestions. If you look at one book, they keep suggesting other things, but that runs out of steam. At a certain point, you just follow your instincts. And I started writing this with Daniel Day-Lewis. We wrote it really together in the same room. And as I was typing, he was ordering more books, and we just had like piles everywhere. And he had the time to get through most of them because I would be typing and he could do we could work in parallel. So he would... Donc c'est là aussi où cette relation-là, d'ailleurs, Daniel Day-Lewis qui s'est mis à la retraite après et en même temps il a dit je me suis jamais mis à la retraite. Oui, t'as pas bossé pendant 8 ans, Daniel Day, t'es revenu pour ton fils, ça va, t'es parti à la retraite quoi, c'est pas grave. Et du coup, effectivement, il s'est mis à la retraite juste après parce qu'il a dit j'ai plus rien à prouver, j'ai envie de dire, j'ai plus rien à dire. C'est voilà. Always find a story, a hidden treasure of a story from something that happened either here or in London, and he'd wave it around like. C'est vrai que pareil, moi je voudrais rentrer aussi dans un aspect, c'est que j'ai dit que Paul Thomas Anderson, c'est pas le réal qui a le plus marché au box office, mais pareil, il a jamais eu d'Oscar. Enfin, c'est toujours des gens qui ont bossé avec lui, qui ont eu des Oscars. Je crois que Daniel Day-Lewis l'a eu pour acteur. Je crois que La Photo il l'a eu pour The Master. Non, pour The Will Be Blood. Mais lui, il a jamais eu d'Oscar. Donc je pense quand même que c'est un truc aussi qui doit le toucher personnellement, c'est de voir que plein de gens ont des Oscars autour de lui, mais pas lui en même temps. Enfin, c'est bizarre quoi. I've got a good one, and we'd see if it could fit within our story, the history of
these couturiers in the 50s, of which there's so many of them, not only here but in London. Those are the ones that we loved. I mean, the obvious ones being Balenciaga and Dior, but over there we had Norman Hartnell and Hardy Amies and Michael Sherrard. There was a long list of people. Il a eu plein de nominations. Il a eu Palme du meilleur. Il est terrifiant, on fait des bonos comme ça. mais il a eu prix de la Réal à Cannes et tout. Mais ouais. Meilleur film, c'est que les producteurs qui l'ont. Ouais. Mais lui, il a jamais eu meilleur réel, notamment. Meilleur réel, il a jamais eu. Je crois que meilleur film, il a dû l'avoir pour There Will Be Blood. Mais meilleur réel, je crois qu'il l'a jamais eu. With fascinating stories to tell about clients and their work. And I suppose we landed on London because it was the road less traveled, because I've always wanted to work there, and Daniel's British, and we knew less about London than we did about Paris as a center of fashion. It's not as well documented. Vous me tendez un peu une perche, parce que si vous me dites que vous avez écrit le scénario... C'était No Country en 2007. Ah ouais. Ah, du coup, il a jamais eu, putain. À quatre mains, enfin si c'est une collaboration entre vous deux, on est obligé... En même temps, t'es face à No Country, même si moi, je sais que No Country, il faudrait que je le revoie, parce que je suis un peu passé à côté quand je l'ai vu, quand même. Obligé d'y penser parce que votre exigence à tous les deux, certains diraient peut-être votre maniaquerie à tous les deux, est devenue légendaire. Donc, est-ce que d'une certaine façon, je pense très consciente et peut-être très amusée, très ironique aussi, c'est aussi un autoportrait à quatre mains, ce qui est très original dans l'histoire du cinéma, parce que je ne connais pas d'autres exemples d'un film qui serait de façon consciente un autoportrait de son cinéaste et de son acteur principal. Ah, ok. Ouais, alors entre-temps, il y a eu des films où plus ou moins l'acteur joue le rôle du réalisateur également, notamment je pense au Linceul, avec de Cronenberg. Mais en même temps, c'est vrai que c'est pas le portrait non plus de Vincent Cassel. Ouais, pourquoi pas. Oui, effectivement, je suis d'accord aussi. Right. Well, we can't admit to it being a self-portrait because that would make us look terrible. Ouais, 8,5 de Fellini quand même, il y a ce côté-là aussi où c'est un portrait de Mastroianni et en même temps, c'est un portrait de Fellini aussi. Ah, je pense quand même qu'on peut trouver aussi, hein, et ne serait-ce que aussi, mine de rien, Gran Torino, oui, même si c'est un peu triché, mais c'est à la fois le portrait de Clint Eastwood en tant qu'acteur et en tant que réal, quoi. Donc bon. So we probably pretend that there's a lot of similarities, but many, many differences, just to hide a little bit. But I mean, the truth is that ultimately there are. I think we both really relate to the idea of somebody who has a real passion for the work that they do. But of course, there are moments when you have to dramatically verge the other way. I would find it very difficult to live my life as Reynolds Woodcock and that obsessive with that, at the exclusion of so many things. Including my family and all. Il aime pas le côté obsessionnel. Pourtant, regarde tes films, Paul Thomas, parce que j'ai quand même ce côté où, c'est bizarre qu'il arrive pas à conscientiser le fait que lui-même a aussi un côté obsessionnel. C'est pas grave, hein, mais il y a quand même un côté obsessionnel dans ses films et tout. Donc bon. Après, moi je le vois aussi, comme un portrait, un self-portrait aussi. Hein. That stuff, which our hero seems to have. Mais vous savez, je vous posais moins cette question sur votre vie privée ou sur votre vie familiale que justement sur l'exigence et la liberté par rapport au travail. Mais ça, on le sait peut-être depuis votre deuxième film, Boogie Nights, que votre exigence est totale et que donc forcément, j'imagine, il doit y avoir des conflits avec la fabrication des films, avec leurs coûts budgétaires, avec l'industrie du cinéma. Et dans ce film, quand la jeune femme dit « Comment tu peux lui faire porter cette robe ? Elle ne la mérite pas », on se dit que c'est quelque chose qu'au moins vous avez pu penser, si ce n'est pas le dire. That's great. Yeah, sure. Well, I think that, I would consider it part of a director's job description to be obsessive and protective of his work. I can't imagine doing it any other way, but that was how I learned. When I saw filmmakers that I admire, that's what they seem to do. They seem to protect their work, and kind of obsessive can be a code word for just professional, which is too bad. I mean, you can still be obsessive and you can be professional and you can be kind and take care of your work. They shouldn't be mutually exclusive. But that idea. Après, RVJ, la VF des Pitié généralement est plutôt bien faite, mais bon, je comprends qu'il y a aussi des remords à pas vouloir le voir en VF. Of taking the dress off the American heiress, who is one that I read about an American heiress named Barbara Hutton who was married in a Balenciaga, who apparently passed out and was taken off. And exactly, that I gasped. I thought, well, how could you possibly treat a Balenciaga like that? And I completely could sympathize with whatever feelings he must have had to say. Moi, je vais voir en VO. You can't treat my work like that. Je
Est-ce que par ailleurs, de façon très consciente, avec Daniel Day-Lewis et ensuite à la réalisation, en choisissant cette histoire, qui est une histoire très connue, parce que c'est l'histoire de Pygmalion, c'est l'histoire d'une jeune femme naïve et inexpérimentée, qu'un homme, lui très expérimenté et très maître de sa vie et de son art, va façonner selon ses désirs. Donc l'histoire est peut-être vieille comme le monde. Mais en revanche, votre façon de la raconter, votre façon de manier le récit est très étonnante. C'est-à-dire que vous ne passez par aucun passage obligé. Moi, j'ai découvert le film ce soir, et comme je suis un spectateur de cinéma habitué à la routine, je me disais, mais quand est-ce qu'ils vont s'embrasser? Ou quand est-ce qu'ils vont aller faire l'amour dans une chambre? En même temps, je vois ce qu'il veut dire, mais le pitch est quand même assez classique aussi, quoi. Effectivement, c'est un pitch assez classique, et oui, ça prend son temps, mais... oui, c'est pas une comédie romantique non plus. Mais c'est juste, c'est un film de PTA, quoi. Effectivement, il va pas faire une comédie romantique à ce stade-là de sa carrière. Il en a déjà fait une en partie avec Punch Drunk Love. Je pense pas, effectivement, même Punch Drunk Love, en tant que comédie romantique, est assez spéciale, effectivement, dans son ton. Donc, je vois ce qu'il veut dire, en même temps, bizarre aussi. Et on voit bien que vous vous amusez beaucoup à désamorcer cette attente presque de routine du spectateur pour proposer une autre forme de récit. Est-ce que c'est aussi conscient que ce que je dis dans votre travail? Well, it was very conscious. I'd come up with this story that you come up with a story and you think that you're the first person that's ever come up with this story, and then you take 5 minutes and you think, well, this is Pygmalion, right? And so then I went back and I watched Pygmalion, and I never really liked it. The movie versions, they always kind of creeped me out. There was always some weird imbalance, and I was never that excited by that story. So I think I had this bizarre situation where I had a story that I wanted to tell that shared similarities with a story that I didn't really like very much. So I was trying to probably constantly, and I think Daniel didn't like it either. He was always saying, isn't it kind of creepy? I said, yeah, it's creepy. So we were always trying to find ways to manage that creepiness. And I think you're right, in terms of kissing or in terms of sexual interaction or anything like that, we were very, very aware that there was no place for it in this movie, that it would have been distracting, that our preference for this story was to treat it in more of an old-fashioned way, more of a respectful way, more of the way that you might have seen in the old films, which is to imply something. And we only could have done that, I think, because we had very intimate moments that had to do with dressmaking or measuring, that our sex scenes were measuring. That's what we had. So to somehow then pile on top of it something that was more gratuitous seemed wrong. Et par ailleurs, je me disais ça à la fin du film. Pygmalion est évacué depuis très longtemps à ce moment-là. Et quand j'ai vu Daniel Day-Lewis assis sur sa chaise, devant les toilettes, avec sa bassine. Alors, une des plus grandes scènes, je trouve, des films. Enfin, je trouve que c'est une scène vraiment qui est ultra, ultra pertinente. Et en vrai, je vois ce qu'il veut dire aussi par rapport à l'histoire de Pygmalion et ce côté très... effectivement, j'ai pas envie de raconter la même histoire et j'ai envie de la remettre à mon niveau. C'est quand même aussi ce truc où, effectivement, c'est... comment dire, c'est toujours ce truc où de toute manière le cinéma est fait de refaire les mêmes histoires constamment, etc. Alors, plein de trucs évidemment qui sont où on refait tout le temps et c'est des remakes constants, mais en même temps il y a quand même un aspect où juste parce que tu l'adaptes avec ton ton, tu vas te dire ok, mais ça, pour moi il faut pas le faire ça, quoi. Et je vois ce qu'il veut dire aussi par ce côté où juste en reprenant l'histoire par sa propre personne, par son propre ton, par sa propre âme, quelque part. Mais en fait, juste en faisant comme ça, il va tout simplement rentrer dans un truc qui est vraiment bien plus pertinent aussi, quoi. Mais oui, non, mais je vois ce qu'il veut dire. Je me disais ça à la fin du film. Pygmalion est évacué depuis très longtemps. Et oui, et du coup, pour revenir à ce plan-là, moi je trouve que c'est vraiment un plan qui résume, une grosse partie du film, quoi. C'est ce truc où c'est un mec qui est censé être encore une fois, c'est un mec qui est censé être le meilleur du monde. Et on revient à Magnolia, c'est un mec qui est censé être le meilleur du monde, mais là il est en train de vomir et il est en train de chier en même temps. Et c'est vraiment ce truc, moi je trouve que c'est les trucs qui sont le plus touchants dans les films de PTA. C'est moi j'ai pareil, j'ai des moments où en fait je suis chez moi et je me dis oh je suis trop malade, et en fait la maladie fait penser au fait que on ne reste que des hommes, quoi. J'ai cette citation très connue. Très connu. Il y a une citation, une manière de voir les choses de la part de Yoko Taro qui m'a beaucoup marqué, où il a dit: j'ai eu 2 moments où j'ai compris que la vie valait la peine d'être vécue. C'est premièrement un moment où en fait j'étais sur un toit et j'ai un de mes amis qui a sauté du toit pour se suicider. Et c'est là que je me suis dit que la vie valait la peine d'être vécue quand même. Et un autre moment, c'est quand j'ai eu une chiasse de l'enfer, que j'étais extrêmement malade, j'ai cru mourir. Et c'est là que j'ai voulu justement m'agripper à la vie pour rester en vie. Et je trouve que là-dessus, il est très très pertinent. Très très fort. Donc moi je trouve que c'est vraiment super chouette, quoi. À ce moment-là. Et quand j'ai vu Daniel Day-Lewis assis sur sa chaise devant les toilettes avec sa bassine, sa couverture,
il ressemble à la grand-mère du conte. Il est devenu la grand-mère. C'est-à-dire que je me suis dit, le loup a fini par devenir la grand-mère. Et dans la bergerie. Est-ce que ce côté petit chaperon rouge du film, ou en tout cas conte de fées extrêmement cruels, parce qu'on sait que les contes de fées sont cruels, c'est aussi quelque chose qui vous a inspiré? Absolutely. They were all. I have a load of kids, so there's fairy tales floating around my house all the time. You know, so it's in. Je crois qu'il a 5 sœurs aussi, un truc du genre. It's just in the fabric of my house right now to have young children. So the basic story has all the things for a fairy tale. Ça, je comprends aussi, et c'est le truc. Enfin, j'ai bien aimé cette partie-là de la fin, même si je trouve que la fin, en fait, ce côté rêverie de ce qu'aurait pu être leur vie, et en même temps, enfin, imagination de ce que peut être leur vie, etc. Moi, je l'interprète comme ça aussi, la fin. Je me dis, enfin, j'aime bien ce côté quand même aussi expectative et presque aussi des moments qui sont trop beaux par rapport à tout le reste du film. Enfin, c'est des scènes qui sont absolument magnifiques, notamment cette scène lors du bal, etc. Je trouve que c'est vraiment très très beau. Et je trouve que là-dessus, c'est un truc qui est très pertinent aussi, dans ce côté où on va jouer avec la réalité à ces moments-là du film, et je trouve que c'est vraiment magnifique. A young girl in a dress, you know, who's sort of brought to the castle, and we try to deal with maybe like the hangover of the fairy tale. What's the reality after those story tales usually finish? And one fairy tale that was really special to Daniel, and that's a Beatrix Potter story called The Tailor of Gloucester. It's about a tailor who has to... Pardon, je regarde un peu. Je repars en n'ayant pas vu tous les films, je me prends pas le risque. Non mais t'inquiète, qui s'active. Moi je trouve qu'en plus les films, moi je suis pas de l'avis de spoiler, mais t'inquiète, en vrai t'inquiète. Mais merci du coup qui s'active, t'inquiète. Dans le moment où il a vu son pote mort en bas, il a trouvé un sentiment de mal-être et d'humour, ce qui lui a façonné pour sa vision de l'art, ce qui explique les vannes sur le vomi dans Drakengard 3. Quel gros enculé, bah très 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 bien, écoute. Finish the mayor's getting married the next day and he has a jacket and he falls ill, so the mice come out of the floorboards and they help finish the dress while fighting off the cat that's trying to kill them in the middle of the night, and they get the jacket ready for the mayor. But all those kinds of things. I mean, you have the woods with poison mushrooms and things like that. And oui. Ah mais l'imaginaire de toute manière aussi dans Phantom Thread, c'est un truc qui m'intéresse aussi et qui en fait aurait peut-être mérité d'être plus développé, je trouve, mais cet imaginaire très conte de fées, très la forêt, la nature aussi, ce rapport à la nature qui est assez pertinent aussi. Yeah, all the elves working up in the attic in their white coats and everything. Yeah, it was not lost on us, so for sure it should feel a bit like a gothic fairy tale. That's nice that you pointed that out. Bien sûr, parce que dans les contes de fées, il n'y a pas de couture et encore moins de haute couture, mais il y a beaucoup de tailleurs. C'est-à-dire que le personnage du tailleur est un personnage de conte, en fait. C'est presque un personnage central de beaucoup de contes. Yeah, I wonder why. I'm not quite sure why. We didn't know. When we started writing this, we didn't know what job this man had. We had a man who was kind of self-consumed and preferably artistic, and we talked about everything. We said, well, it could be a painter, it could be a sculptor. But when the idea of having him be a dressmaker came our way, it was like way too good to be true. It felt like it lent itself visually, so dramatic, to have these ateliers and all these women working behind this man who was surrounded by women, you know, and had these very complicated relationships with women. C'est vrai que, alors, pareil, ça c'est un truc que je voudrais l'aborder aussi dans l'émission, dans le plateau, c'est la relation, enfin les personnages féminins dans les films de PTA, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent que c'est pas génial non plus, ces personnages féminins. Moi je trouve que ça va, par rapport à plein de personnages féminins, et je trouve que par exemple dans Licorice Pizza, c'est ultra intéressant à ce niveau-là. Mais je sais que dans Phantom Thread, il y a aussi cet aspect où les femmes passent vraiment sur le côté presque comme de la main-d'œuvre, vraiment, clairement. Et je sais que c'est un truc que je voudrais interroger aussi. Et apparemment, dans Une bataille après l'autre, il y a aussi des problèmes à ce niveau-là. J'avais vu des gens en parler. Starting with his mother, it seemed the more that we got into it, the more that we found that anybody who was a dressmaker seemed to have a very deep, confusing relationship with his mother, time and time again. So we got lucky. Everything fell our way. Autre chose, et on l'a particulièrement bien entendu ce soir parce que le son est très bon dans cette salle, je me souviens pas d'un de vos films, et même je me souviens de peu de films, qui donnent une telle importance au bruit des objets, où le bruit des objets est aussi présent, et ce dès le début du film. Alors évidemment, quand arrive la scène cruciale de la biscotte, on comprend mieux pourquoi c'est si présent. C'est une cruciale de la biscotte. Mais j'ai presque envie de vous demander... Est-ce que vous l'avez mis dès le... Et la scène également où il mastique son omelette, etc. Ça, c'est très départ, est-ce qu'on entend les gens marcher, claquer les talons sur les parquets, fermer les portes? Même quand on verse du liquide dans un verre à partir d'une carafe, ça ne fait pas autant de bruit dans la vie. Donc vous avez exagéré ça dès le début du film. Est-ce que c'était seulement quelque chose de dramaturgique? Parce qu'au moment de la scène de la biscotte, tout d'un coup, on comprend enfin la folie presque du personnage de Daniel Day-Lewis, son côté paranoïaque et phobique. Ou est-ce que c'était une recherche sur le son lui-même? Qu'est-ce qui vous intéressait le plus?
Well, it's funny. If you, I have to. I'm telling you. I promise you. We did not turn up the sound of the toast. I promise you. En vrai, moi je l'entends. Moi je pense qu'il y a plein de moments où en fait on se dit putain mais le son c'est sûr qu'il a retravaillé etc. Et en vrai tu te dis bah non ça se trouve non. Ça se trouve il a rien changé. Juste bah il a laissé comme tel et puis voilà. Et en vrai j'entends le truc ou peut-être que c'est possible hein, effectivement. If tomorrow morning at breakfast, if you tell everybody in your house, be quiet, don't make any noise when you're eating breakfast, what will happen is that every single noise that you hear will be magnified. Now, en fait, c'est ça le truc. Alors, moi, du coup, je l'ai regardé chez moi. J'avoue que le travail du son, je me suis dit, ouais, il est bien fait, et puis voilà. Mais c'est vrai que il y a ce truc où juste avoir une. Et encore une fois, c'est un travail aussi, parce qu'il a souvent rempli ses films. En fait, quelque part, je trouve que PTA, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a rempli progressivement ses films. Et après, à partir peut-être de The Ruby Blood, il a commencé à épurer ses films. Et je trouve que là-dedans, dans le travail du son, c'est très très important aussi, à ce niveau-là. Où en fait, il essaye justement de rentrer dans une épuration progressive également des sons qu'on peut entendre, qu'on peut retrouver dans ses films, qui est ultra pertinent. Et où je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe aussi. Donc là-dessus, c'est super super bien fait quoi. Reynolds Woodcock, this character, obviously likes it very quiet around his house. Now, if you try to make a film where, there's like 40 grips, like carrying lights, trying to be quiet, you realize especially in a Georgian townhouse, you realize just how loud every breath is. Every last moment becomes magnified. And it's impossible to be perfectly quiet. So all that stuff that happened at that breakfast table, I swear to you, was, I think, Alma's probably trying to. Perhaps she's trying to say, I'm not going to be as quiet as everybody else is, and I'm not really, going to do it. So she may be buttering her toast a little louder than she needs to, but you'll find that if you're trying to be quiet, that's loud. Everything becomes loud. Oui. Everything becomes magnified. En fait, quand il y a du silence, vraiment, t'entends tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose où travailler les silences. Ça, c'est quelque chose, typiquement, c'est une astuce de mise en scène. Quand vous voulez mettre du silence dans un film, faut pas mettre du silence. Faut mettre le bruit du vent. Et c'est quelque chose parce qu'en fait, quand vous entendez le bruit du vent, c'est qu'il y a vraiment rien qu'on entend dans le film. Et c'est quelque chose, alors effectivement vous pouvez mettre du silence etc, mais ça n'aura pas le même impact nécessairement que en tout cas si vous voulez le travailler d'une manière très classique et très maligne entre guillemets, c'est que quand vous voulez mettre du silence, vous mettez des sons qu'on n'entend pas nécessairement quand on parle en fait tout simplement. Et il y a des tonnes et des tonnes de sons comme ça, partout dans des maisons. Alors si vous avez de l'hyperacoustie, c'est possible aussi que vous les entendiez. Moi mon ex avait de ça. Et c'est quand même ce truc où effectivement si vous mettez un petit bruit de fond, ça peut vraiment être très irritant déjà. Mais ouais. It's great to have a character who's sort of demanding silence because then you have built-in jokes. That every time there's a sound, you're panicked and full of fear. Comment avez-vous fait techniquement pour que l'oreille du spectateur devienne aussi presque aussi importante que ses yeux? Par rapport à Tarantino, j'ai vraiment l'impression de voir un cinéaste cinéphile singulier et surdoué. Vraiment, tout ce qu'il fait aux âges qu'il avait, c'est bluffant. Non mais, 27 ans tu fais Boogie Night, 29 ans tu fais Magnolia, c'est pas humain. C'est clairement pas humain. Et après, Tarantino est aussi cinéaste cinéphile, etc. Il y a quand même ce côté-là aussi. Moi je pense que les comparer, je sais pas s'il faudrait nécessairement les comparer. De toute manière, il me semble aussi qu'il a fait Licorice Pizza en réponse entre guillemets à Once Upon a Time in Hollywood, mais parce qu'il l'avait également apprécié. Je sais pas si c'est-à-dire que le film, ma phrase est un peu ridicule, pardon, mais se regarde aussi par les oreilles. Ah ouais. Non, c'est bien. En vrai, c'est bien d'aborder la question effectivement de l'audio, du travail du son dans les films de Pitié, parce que c'est vraiment un truc où on va se focaliser beaucoup sur l'image, parce que l'image est magnifique, que ce soit dans ces deux derniers où il a été son propre directeur de la photo ou dans d'autres. Effectivement, c'est vraiment absolument grandiose à ce niveau-là. Mais il y a quand même ce truc où effectivement, comment dire, effectivement, le travail du son est très très pertinent aussi, quoi. Mais je sens que la cinéphilie chez Tarantino c'est moins digéré et singulier. J'ai dit ça par rapport. Non, t'inquiète. Tarantino a dit qu'il continue de faire des films pour être au niveau de Pitié. Oui, c'est une de ses grandes figures aussi. C'est quand même une de ses grandes figures. Ah, et pardon, j'avais pas lu ton message, Fab, avant. Ce qui me choque avec les films de Pitié, c'est le sentiment de facilité pour lui de s'approprier un genre et d'immédiatement livrer une œuvre ultra singulière, tellement qu'on se demande pourquoi c'était pas fait comme ça avant. Je vois ce que tu veux dire et en même temps je pense que c'est vraiment, c'est un sentiment et purement qu'un sentiment, hein. C'est vraiment ce truc où je pense qu'il travaille énormément et qu'il travaille énormément justement à montrer que c'est facile, mais qu'en même temps ça doit être super dur à faire.
I think it has to do. It comes first. There's technical. The sound effects are there. That's just very boring sound effects and things like that. But if you have a character who's demanding that things be quiet and silent, then the audience will instantly be aware of every single sound. Et ça, c'est quelque chose. En plus, ça rentre dans un truc où moi j'en ai déjà parlé, je crois, mais j'avais lu un bouquin qui s'appelle Entendre le cinéma, qui je trouvais vraiment super chouette. Où en fait, c'est un bouquin qui revient sur le côté où c'est le travail du son. Il faut être particulièrement attentif parce qu'en fait, c'est un travail qui est très sauvage, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est très... on ne sait pas exactement... Enfin, il y a ce côté où on ne sait pas exactement d'où viennent les sons. Et où en fait, c'est que des réflexes qu'on peut avoir de l'époque, vraiment... Enfin, de l'époque néerlandalienne, j'ai envie de dire. Enfin, il y a ce côté où c'est... On entend un son qui est derrière nous, on se retourne. C'est un réflexe vraiment très, 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 très brut, j'ai envie de dire. Alors que l'image, c'est moins le cas. L'image, on va jouer sur des flous, et même si des formes sont floues, on va les capter, etc. Mais on va moins être alerte, en fait. Et les sons, on va vraiment être beaucoup, beaucoup plus alerte. Donc c'est pour ça que, généralement, les films n'ont pas trop de travail du son. Même c'est moqué hein, de se dire que... Enfin, je sais qu'il y a des moments où je parle de films et je dis putain, le travail du son est super, et on se moque de moi. Mais parce que on va se focaliser sur l'image, et on va dire l'image est absolument magnifique, etc. Mais il y a quand même ce truc où ce travail du son, il faut être très très alerte là-dessus. Et je remercie PTA d'être alerte là-dessus aussi, quoi. And any Georgian townhouse makes noise, so you can't move through it silently. So it comes from the characters. It has nothing to do with the sound effects. It has to do. It's as if Reynolds Woodcock looked out at the audience and said to you, "Be quiet." You know, you find yourself in his presence. You're stressed out because the environment that he creates is it's very demanding. If you feel like you should sit up straight and pay attention, because you don't really know what mood he's going to be in. You don't know if he's going to enter the scene and be smiling, or you don't know if he's going to enter breakfast and be cranky. So it's immediately there's an imbalance. C'est comme le montage, c'est très 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 bien monté, on sent pas le montage et les coupes. Et en même temps, on peut le sentir aussi. Enfin, c'est ça aussi où c'est. Enfin, il y a pas une seule méthode, hein, bien sûr. Mais en tout cas, oui, le montage, on est censé ne pas le voir. Et en même temps, comment juger d'un montage du coup? Enfin, c'est très dur à juger en plus le montage parce qu'on ne sait pas exactement comment ça a été monté, qu'est-ce qui a été monté, qu'est-ce qui a été produit quelque part. Enfin, c'est très très dur aussi. And your sense of control is thrown off, and his sense of power is magnified. You see, so it must be very difficult to live with Reynolds. Et par ailleurs, le rôle de la musique m'a aussi beaucoup frappé. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps que je n'ai pas entendu un score, que vous dites, enfin une bande originale aussi singulière, mais qui occupe autant de place. C'est-à-dire qu'au début du film, le piano est tellement présent que c'est presque... On met quelques minutes à s'y faire, à s'habituer. Qu'est-ce que vous avez cherché avec votre musicien? Well, the composer is Johnny Greenwood, who's done a terrific job. I think you're actually touching on... There's so much music, so that when the music does go away, you're very, very aware of it, and you're very aware of every last little sound. So that maybe is also a continuation of what we were talking about. My suggestion to Johnny, when we were talking about the score, preparing the score, was to make it very romantic and very lush, and to not be afraid of it being a big, because sometimes his instincts and things that we've done in the past have been smaller, more minimal. And I thought that if we did that, the story, because it's so claustrophobic and so English, that it would just be like a BBC drama that you did not want to keep watching. That, you know, was just grey. C'est peut-être un peu le problème aussi, quoi. Enfin, c'est un peu ce truc où j'ai l'impression que la musique fait un peu pansement par rapport à ses intentions, mais bon. So to have music be overly romantic and lush would be a nice counterpoint to exactly what's going on to make that combination. I think Johnny he's a very obviously very talented person, and you can request things like a jukebox, and he's capable of things coming out, but he's not capable of it coming out as pastiche. It somehow gets brought through his jukebox and out into the world and something new. It's amazing. J'ai presque pensé, parce que peut-être nous sommes dans cette salle où souvent il y a du cinéma muet en concert, accompagné par un piano qui sort là de la scène à côté de vous. Et je me disais, à certains moments, ça ressemble presque à ça. Et c'est passionnant. C'est-à-dire qu'on dirait un musicien qui accompagnerait un film muet et qui dialoguerait avec le film en n'ayant jamais peur d'exagérer. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous lui avez dit, comme vous venez de le dire, n'aie surtout pas peur d'exagérer. C'est l'exagération qui m'intéresse. Ok. Ouais. Nice, I like that. Peut-être un That's peu great. trop aussi. Well, I did think I used words like that to that effect. C'est vrai qu'il y a Johnny Greenwood dans la In vidéo. fact, Johnny is saying bigger, bigger, bigger. It's okay, go bigger, bigger, bigger. And he was always very nervous. But I knew that if our instincts met in the middle, if I was over. Non mais il y a des scènes où la musique est bien, mais je trouve que le fait qu'il y ait de la musique tout le temps, moi, me dérange un peu, parce que alors je suis pas non plus anti-musique comme certains sur TikTok que je vois, qui sont vraiment en mode ouais, il faut enlever la musique, etc. Il y a trop de musique. Je sais que j'avais vu des TikTok là-dessus, mais en même temps, il y a des moments où je me dis putain, c'est vrai qu'il y a trop de musique, quoi.
encouraging for it to be over the top, that it would be dragging him towards something in the middle that hopefully would be just right. But I think that's a nice compliment. I think one thing maybe your instinct is responding to, that he would get dailies all the time, as we were shooting, and I know that, so he would be watching things and playing along to them. I know that he can. You could put a piano right here and play a silent movie, and he could play along to it and come up with something. So he did some of that as he was watching the film. So maybe somewhere in there's just him constantly in dialogue with what he was seeing in the dailies that we were filming. Oui, donc il a travaillé comme ça. Il a travaillé comme un pianiste qui travaillerait sur un film muet. Quand c'est Monte Cristo, c'est Kata, la musique qui remplace l'émotion, qui est censée être procurée par les comédiens et comédiennes. Et bah je trouve... non, je vais pas le comparer quand même à Phantom Thread. Mais je trouve qu'il y a des moments où en fait il y a des grands films qui mériteraient d'avoir vraiment beaucoup moins de musique, ou alors une autre musique, je sais pas, mais quelque chose de différent, quoi. Oui. Et par ailleurs, il faut parler d'elle parce que tout le monde sait, je crois, que Daniel Day-Lewis est un acteur génial et qui est génial tout le temps. Mais est-ce que le défi du film, c'était de lui donner une partenaire, de lui trouver une partenaire, oui, c'est ça, qui malgré son jeune âge et son peu d'expérience, ait une palette de jeux aussi riche que lui. Et avoir une palette de jeux aussi riche que Daniel Day-Lewis, ça paraît très compliqué. Vous avez travaillé avec des comédiens comme Philip Seymour Hoffman, qui peut-être, eux, y arrivaient. Mais c'est très difficile. Comment avez-vous trouvé cette comédienne? Well, we were very self-conscious of realizing that without finding an actor. Ouais, Alpha, il y a un peu trop aussi de musique. To play Alma, that there was no story to tell. That if there wasn't, if they didn't fit well together, that there would be no, we'd be fucked. That, to put it simply. And we want, but what was a challenge was that we wanted an actress that ideally nobody had seen before, or that if you had seen her, she hadn't, you hadn't seen much of her. And Vicky Krieps is from Luxembourg. She lives in Berlin. And we found her in a traditional way through audition tapes that were sent to us, and it was whatever paranoia we built up about how are we going to find somebody, within 2 weeks we found her, and there she was, and it was like so easy. We just thought, this is the girl. Ça, j'avoue, je m'en fous un peu. I get so lucky. And oui, le film de c'est ça. Took maybe like a week. Whatever nerves she might have had of acting with Daniel, it took a week before he came to me and he said, "Oh my God, she makes me so nervous. She's so good." And c'est là aussi où j'apprécie plus le travail de Daniel Day-Lewis, c'est que j'ai l'impression que son méthode acting, il est constamment en renouvellement. En fait, constamment, il apprend des gens, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. I knew just what he meant. She was not afraid to run the rhythm of a scene. She didn't let him dictate how it was going to move, and she would stay back, and you could see him challenging him. I've never seen anybody do that before with Daniel. To throw, it was like a boxer who was getting punches that he'd not seen coming. Je pense que tu es fou, Mr. H. It was amazing. Just to give you an example of what I mean by the rhythm of the scene, that when he came and said that, after all, is that they had a scene very early on when he takes her back to the house and they're sitting by the fire, and they're both asking each other questions, and it was Vicky's line, and she just took like a pause that you could drive a truck through, and you could see she just let the entire thing sit, and I could see on Daniel's face, he's thinking like, is she fucking with me? Has she forgotten her line? What is happening? And right when he'd had enough and he was about to break, she delivered her line of saying, "Why aren't you married?" And that's just a specific example of what I mean by controlling the rhythm of a scene. Je pense, Paul Thomas Anderson, que la direction d'acteur, c'est peut-être la chose qui est la plus difficile à parler entre un cinéaste et un intervieweur. Quelque chose qui est le plus difficile à expliquer à un public. Et on fait que les questionnaires là-dessus. Quelque chose d'assez mystérieux. Mais en tout cas, dans vos films, les acteurs sont un enjeu principal. Voilà. Il y a certains cinéastes pour lesquels ils sont moins importants. Chez vous, c'est extrêmement important. Ça se... Et c'est là aussi où je trouve que PTA il est intéressant, c'est que en même temps, il y a souvent cette distinction qu'on peut avoir chez certains réals de soit c'est quelqu'un qui gère énormément et très très bien la photo, l'image, etc. Soit c'est quelqu'un qui gère super bien la capacité des acteurs, mais qui justement délaisse un petit peu la réal, quoi. Et chez PTA, j'ai l'impression que c'est beaucoup des deux, quoi. Donc bon. Je suis hyper surpris des retours parce qu'en tant que fan de PTA, même moi la bande-annonce me laisse perplexe. J'avais trouvé les Koichi cool mais bien en dessous, et là le fait que les retours soient dithyrambiques, j'ai l'impression que je vais assister enfin à la consécration du maître, un peu comme Bong Joon-ho avec Parasite. À voir. Moi je pense quand même qu'il y a moyen que ça soit sa consécration et que Licorice il est fait pour s'entraîner un peu avant le grand saut, quoi. Voir à l'écran. Quand vous racontez cette relation entre Daniel et Vicky, ce challenge, quelle est votre place ? Vous êtes la troisième partie, le troisième point du triangle. Et quand on a cette jeune femme incroyablement douée, et Daniel Day-Lewis que vous connaissez depuis longtemps, avec lequel vous avez déjà travaillé, les mots direction d'acteur, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire quoi à des comédiens sur un plateau ? I'm more like the referee who's like, says like, okay, go, and then they go.
the worst thing in the world, I only know the worst thing in the world, and what I know that what actors don't want is they don't want to have a lot of chit-chat or dialogue or like endless conversations when on the set or while you're trying to do something. Nobody wants it. The crew doesn't want it, the actors don't want it, I don't want to do it. So to avoid those things, you take time to do it privately with the script, try to not over-talk it or overthink it, leave some mystery to happen, and just create a scenario that is quiet, delicate, and productive, and free of a lot of it's light. We take the work seriously, but we don't take ourselves seriously, and just get on with it. Après, là, comme c'était un travail à 4 mains avec Daniel Day-Lewis, je pense que c'était vraiment bien plus compliqué aussi à mettre en forme, parce que il y a quand même ce truc où, comment dire, il y a un aspect qui rentre dedans, c'est que il faut il faut construire avec ces acteurs, et en même temps, faut leur donner de la matière, et en même temps, faut pas trop leur donner, parce que sinon, ils vont rester ancré dans le rôle, donc c'est là où c'est assez compliqué. Mais le truc, c'est que effectivement c'est des collaborations, et c'est en fait quelque part, moi c'est ce qui me fait chier aussi, c'est pour ça que ça me fait chier qu'on parle tout le temps des acteurs, c'est que on ne se focalise que sur ce travail là particulier de parole, et particulier de trajet, quelque part, de l'un vers l'autre, et de se dire alors le travail avec les acteurs, etc. Sauf qu'en vrai, il y a des tonnes et des tonnes de travaux qu'il est possible d'avoir avec ces acteurs, et qu'il est possible d'avoir avec ces acteurs, avec les gens qui sont autour de ces œuvres. Et on parle pas de ça par rapport au décor, on parle pas de ça par rapport au son, on parle pas de ça par rapport à d'autres. Et quelque part, presque, alors moi c'est ça qui me dérange aussi, c'est qu'on met en avant les acteurs, on met jamais en avant la personne qui gère le son. Là, il y a eu tout un moment où ça a parlé du son dans le film, et c'était très très chouette, mais qui a fait le son dans Phantom Thread, quoi? Qui a fait ce son-là, qui a fait ce travail-là? Pourtant, il y a des gens qui ont travaillé dessus. C'est bizarre, quoi. Et pourtant, il y a des discussions, Moi, quand je réalisais des trucs pour la fac, il y avait des grandes discussions avec les metteurs en son, entre guillemets, et avec les ingé sons, quoi. So that's been the thing that I've seen that I respond to, the actors respond to, and everybody's happiest. Like those days when if an actor says they want to discuss something, and you just get very nervous. Like, wait a minute. If we didn't even discussed it by now, we're in real trouble. And most people don't want to do that. They want to just get on with it and see what happens, and feel comfortable. That's the best way that I can describe the circumstances that we have when we work. Est-ce que ce n'est pas surtout une question de confiance? C'est-à-dire que je pense que dans votre système, il faut qu'un acteur puisse être suffisamment en confiance pour ne pas avoir peur d'exagérer. Et exagérer, ça veut dire se tromper, se rendre ridicule. J'ai pas encore vu, je vois ce soir du coup. Et on en parle dès demain. Être à côté de la plaque, en faire trop, comme on dit. Est-ce que c'est pas aussi ça la base de votre système? Que la confiance soit suffisamment là pour qu'ils osent y aller, comme on dit. Yes, that's the best thing, because then they trust you. They feel they could do something completely insane and make a fool of themselves, and it'll either work or it won't. And if it doesn't work, it won't be in the movie, and we can all have a laugh about it. But there should always be the feeling that you can experiment or be as preposterous as you'd like with any idea, for sure. It is trust. It's trust and comfort. They know that I'm not going to let them down. I think if anything, for actors that come into work with Daniel, you have to get through a situation of calming some people down and letting them get the butterflies out. That happens a lot, and it's difficult sometimes for people to come in for 1 or 2 days to get past those nerves that happen. Ça sera ma dernière question, parce que vous nous avez déjà donné beaucoup de temps. Oui. Mais ici, nous sommes à la Cinémathèque, donc nous avons l'habitude de voir d'autres films dans les films que nous projetons, des références, même chez un cinéaste comme vous qui essaye de ne produire que des prototypes. Et donc dans ce film-là, forcément, tous mes amis qui ont vu le film avec moi ont vu Hitchcock. Donc ils ont beaucoup vu Rebecca. Il y a beaucoup de Hitchcock de toute manière chez Pitié généralement, mais surtout dans Phantom Thread. Et moi ce soir, j'ai beaucoup vu Soupçon. À part que là, c'est la fille qui monte le verre de lait et ce n'est pas Cary Grant. Non, je trouve que l'interprète il ressemble plus à Josh O'Connor en vieux. Pour répondre à Mr. HS qui demandait ça plus tôt, je trouve que c'est plus Josh O'Connor en vieux. Après, je vois le côté un peu Clive Owen, mais je trouve que c'est plus Josh O'Connor en vieux. Right. Well, yeah. I mean, Hitchcock served us well for this film, going back and remembering why we love him and why those films are great. And it was good. It's like going back to your freshman year in class, kind of remembering why you're a student again. And Daniel and I loved revisiting that stuff. And Rear Window was another one that we watched together. Right. And there's a fantastic moment, very early on, it's very clear that Jimmy Stewart will not get married, no matter what,
to Grace Kelly, right? No matter what. And he wants to go run off and be an adventurous photographer in dangerous places, and she's just too square for him. But that when he sees her going across the way into Raymond Burr's apartment, there's this fantastic push-in on him, and he's as if to say like. C'est vrai qu'il ressemble aussi à un perso de Doctor Who avec son pull aussi. What kind of an idiot am I? This is the girl of my dreams. She's willing to walk into the lion's den. And I remember thinking that very clearly, that's a great moment, you know, that kind of euphoria that can hit a dummy. Like, look what's right in front of your face. Grace Kelly. And I think that's a similar thing for us. Like, look what's right in front of your face. Alma, wake up, dummy. You know, so that was something that served us well. The other thing that served us very well was David Lean's films. Powell Pressburger, Brief Encounter, and Passionate Friends. And I Know Where I'm Going and The Red Shoes. Those were the other ones that we really went back to kind of get ourselves filled up again. Il me reste à vous remercier, Paul Thomas Anderson, de dire. En vrai, ça va. Hein. En vrai, alors déjà, je trouve, il y avait quelqu'un qui demandait est-ce que c'est pire, est-ce que c'est du niveau de, comment dire, des interviews de NWR, de Nicolas Winding Refn, mais je trouve que ça va, hein, clairement. Et je trouve que ouais, c'était vraiment super chouette. Et puis oui, effectivement, c'est quand même ce truc où moi je suis un petit peu choqué par son côté où il dit ouais, moi j'ai pas envie d'être obsessionnel, j'ai quand même ce côté. Alors après, c'est normal aussi parce que du coup il le déconstruit en partie dans ce film là, mais j'ai quand même aussi l'impression qu'il l'est sans le vouloir de sa manière, quoi. Donc bon, après voilà, ça ne fait que renforcer ma hâte personnelle pour retrouver Paul Thomas Anderson avec une bataille après l'autre. Et je pense que ça va donner une très très belle émission dès demain. Je l'espère en tout cas, je l'espère, je ferai tout.